Le monde a changé. Pardon? Le monde a changé? Mon cul, oui! Les voitures, elles volent pas. Les hoverboards, ils volent toujours pas. On est quand même à la 21e saison de Joséphine Ange Gardien, et il y a toujours des gens dans le monde qui pensent que Le Seigneur des Anneaux c'est mieux en bouquin qu'en film. Le monde a pas changé, mon cul ouais, je vous chie dans la bouche, vous m'entendez? Je vous chie dans la bouche! Le Seigneur des Anneaux, immense saga littéraire créée par le Britannique Jean-René Robert... Qui fait de la merde avec le prompteur là? Stop! Alors, J.R.R. Tolkien, donc John Ronald Reuel Tolkien pour les intimes. En gros, le Seigneur des Anneaux... Comment faire simple? Il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment ça, les bouquins, l'original donc, et ceux qui aiment ça, les films. Moi je suis plus là, hein, parce que ça honnêtement, vous m'excuserez, mais j'adore lire, mais un gros pavé comme ça de 700 pages, non c'est pas possible. En plus moi l'Heroic Fantasy, j'aime pas ça, c'est chiant, on s'emmerde tout le temps. Alors que ça, il y a de l'action tout le temps, c'est épique, c'est trop bien! Alors attention, je ne dénigre pas le travail de Tolkien, hein, loin de là quand même, c'est un immense écrivain, il a pas écrit que ça dans sa vie, mais on retient surtout ça de tout ce qu'il a écrit. Mais voilà, faut bien avouer que quand même le mec il est balèze, il a réussi à créer une langue déjà, l'elfique, il a créé quand même un monde immense que je crois, si j'ai bien lu, même ses fils et ses petits-fils reprennent, et donc agrémentent au fur et à mesure tout ce qu'il a créé. C'est génial, moi je dis absolument pas le contraire. Mais c'est chiant à lire, on s'emmerde, il n'y a pas d'action, ou alors quand elle est là, elle est agrémentée de trucs dont on n'a rien à foutre. Et je veux pas être médisant quand même, mais tous les fans du coup du Seigneur des Anneaux qui sont tous là à ne jurer que par les bouquins, enfin moi vous m'excuserez, mais enfin je vous comprends pas, et même il y a des moments je trouve que parfois vous êtes un peu de mauvaise foi. Alors je suis désolé, hein, je vais généraliser, mais les trois quarts du temps, quand je rencontre un fan du Seigneur des Anneaux qui adore les bouquins plus que les films, je vous vois comme ça, et ça se passe très souvent comme ça la discussion. Ah oui, mais tu comprends, le mec quand même, il s'est fait chier, il a écrit pendant 50 pages toute l'histoire des hobbits, tu vois, pour qu'on comprenne ce qu'ils font dans la vie, comment leur communauté les gérer, tout ça, ça met un peu de background dans l'histoire, tu comprends, c'est génial, enfin c'est novateur. Voilà, ça c'est le premier argument, et maintenant balançons le reste. Oui, mais tu comprends, Balzac, c'est horrible, le mec quand même, il est capable de nous écrire pendant 40 pages l'histoire d'une rue de Paris dont on n'a rien à foutre, ça fait pas avancer l'histoire, enfin bon, c'est nul quoi. Alors bien évidemment, on va pas parler d'un film ou d'un livre, on va parler de Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Alors, c'est un jeu FFG, donc distribué par Edge, du coup, en France. Ça a été conçu par Nathan Hayek et Grace Holdinghouse. C'est un jeu d'aventure d'exploration pour 1 à 5 joueurs, et vous pouvez y jouer à partir de suspense 14 ans et plus pour des parties de 60 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que Voyage en Terre du Milieu? Eh bien, c'est un jeu un peu particulier, il est un peu comme Star Wars Assaut sur l'Empire, vous reverrez que dans la vidéo, j'y reviendrai très souvent sur ce jeu, puisqu'ils sont quand même assez similaires. Donc comme je l'avais dit, c'est un jeu d'exploration et d'aventure pour 1 à 5 joueurs. Ça sera piloté par application, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, tablette, ou même sur votre ordinateur via Steam. Il faut compter donc à peu près 60 minutes par scénario, à peu près, c'est approximatif, étant donné que certains scénarios seront quand même assez longs. La valeur minimale du coup en termes de temps sera effectivement de 60 minutes, mais on peut monter beaucoup plus, et surtout suivant le nombre de joueurs qu'il y a autour de la table. L'application est gratuite, quoi qu'il en soit, donc ça ne vous fait pas un coût en plus, puisqu'il faut savoir que le jeu de base coûte quand même 90 €.
Ça s'explique, il a exactement le même tarif que Assaut sur l'Empire, étant donné que vous avez quand même une trentaine de figurines, énormément de plateaux de terrain, et beaucoup de cartes et de pions. Pas de dés, vous verrez que c'est une mécanique assez spécifique en général au jeu FFG, soit vous utilisez des dés, soit vous utilisez des cartes. Ici, pour Voyage en Terre du Milieu, on va utiliser des cartes pour faire nos tests, donc j'y reviendrai bien évidemment dans toute la partie règles du jeu, mais en gros voilà ce que sont les caractéristiques. Pour vous préciser un peu ce qu'est le jeu, ben, c'est le même principe que Assaut sur l'Empire. On va jouer une campagne dans laquelle on va incarner donc des héros du coup du Seigneur des Anneaux, et on va devoir défoncer la gueule des forces du mal, hein, en gros, hein, pour faire simple. Durant toute cette campagne, donc la campagne est une succession de scénarios, vous allez voir, c'est quand même relativement bien foutu. Bien évidemment, tout cela est piloté par application, vous allez devoir suivre à la lettre ce qui se passe sur votre écran. Et bah, c'est quand même pas mal, donc voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Comme d'habitude, on va faire la partie matérielle, puis ensuite mise en place, ensuite règles du jeu, et en fin de vidéo, je reviendrai sur les points forts et les points faibles du jeu. En petit bonus à la fin de vidéo, je vais vous présenter en gros l'avenir de la chaîne, ce que je compte faire par la suite. Donc ça, ce sera bien évidemment à vous de voir si vous voulez regarder ça, hein, mais en gros voilà, la structure de la vidéo va pas changer, hein, comme d'habitude, vous verrez juste que le format est légèrement différent. Voilà, je vous laisse et on va voir tout de suite du coup le matériel. Alors, pour le matériel, on va passer en revue les choses petit à petit. Déjà, on va voir donc en soi les deux livrets que vous avez dans la boîte. Donc, le livret d'apprentissage qui va vous apprendre à jouer au jeu. Le livret est quand même vraiment bien foutu. Vous allez avoir énormément d'illustrations pour vous expliquer les règles. C'est très détaillé, donc c'est vraiment... très bien en termes de règles du jeu, vraiment vous ne trouverez pas mieux en général que ce type de règles-ci. Vous avez le guide de référence, donc comme pour Star Wars Assaut sur l'Empire, c'est en gros votre bible, hein, vous allez retrouver tous les termes du jeu. Et bien là-dedans, dans un gros bouquin, là par contre il n'y a pas d'image, hein, c'est vraiment pavé de texte, mais c'est vraiment pour vous expliquer les différents mots du jeu, comme par exemple brume, qui est un terrain, et on vous réexplique tous les effets de la brume. Voilà, donc c'est simple. Sachez que au dos du livret d'apprentissage, vous avez le résumé des règles, avec le résumé de ce que vous pouvez faire dans un tour de jeu, donc c'est plutôt sympa. Et au dos du guide de référence, c'est également un résumé des règles, par contre vous aurez également résumé des mots clés, donc ça aussi, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, alors le matériel entre guillemets dont vous aurez surtout besoin pour jouer au jeu, ça sera bien évidemment l'application, donc disponible sur smartphone et tablette, je le rappelle. Alors je vous ferai un tour du propriétaire après pendant la mise en place, hein, mais en gros voilà à quoi elle ressemble une fois que vous allumez la tablette. Donc vous pouvez lancer une nouvelle partie, en charger une que vous avez déjà commencé. La collection c'est pour mettre justement donc votre jeu de base qui apparaît ici, et vos extensions, donc pour rappel il y en a deux, hein, une extension de figurines, qui est ici, donc le fléau de l'Ériador, et une grosse extension avec figurines plus cartes, donc Sombre Chemin, qui vous donnera accès à une nouvelle campagne. Donc quand vous voulez activer un produit, voilà, vous l'activez directement ici. Voilà, les règles vous sont expliquées ici via des fichiers PDF que vous pouvez télécharger. Et ici vous avez le menu d'options, donc vous pouvez tout régler, hein, la langue, taille de texte, etc., etc. Voilà, donc ça c'est au niveau des manuels plus applications. Maintenant on va passer à tout ce qui a rapport avec les figurines. Alors on va faire un tour des figurines et ce qui est associé à ces mêmes figurines. Donc on va avoir exactement le même couleur que pour Assaut sur l'Empire. Donc gris pour les ennemis, beige pour les héros. Vous avez en tout 31 figurines, donc 25 ennemis qui vont du gobelin à l'orque. Vous allez également avoir des hommes, des morts, 3 wargs, donc je vais vous en montrer un. Hop, voilà. C'est l'un des gros atouts de ce jeu, comme pour Assaut sur l'Empire, les figurines sont vraiment très bien sculptées.
N'hésitez pas à les peindre si vous savez peindre ou à faire appel à des personnes qui justement pourront magnifier un peu les figurines. Là on n'a pas de la vulgaire figurine taillée à la tronçonneuse, là c'est vraiment du très très beau détail. Pareil pour les héros, hein. Ici on a Legolas par exemple, qui est très très bien sculpté. Hop. Donc vous avez Legolas, Aragorn, Gimli, Bilbon. Vous avez également donc les deux personnages inédits qui ont été ajoutés dans le lore du Seigneur des Anneaux via le jeu. Donc Elena, musicienne, et Béador, je crois, je ne sais plus, ou Eleanor, je ne sais plus exactement. Mais en gros voilà, ce sont les deux personnages inédits. Et ici du coup vous allez avoir ce qu'on appelle les étendards. Donc vous avez deux types d'étendards. Les étendards, alors si j'arrive, voilà, les étendards standards, donc qui sont de forme carrée, et les étendards d'élite qui ont justement cette petite alcôve ici. En gros, ça va vous servir, ces étendards, à différencier les groupes d'ennemis, puisque vous allez avoir, l'application va vous générer des cohortes d'ennemis, et bien évidemment, ces figurines se ressemblent toutes. Donc pour pouvoir différencier ces cohortes, eh bien, vous allez utiliser des bannières, et vous prenez les bannières par rapport à ce que l'application vous dit. Vous aviez le même principe pour Star Wars, mais là c'était avec des petits autocollants qu'on venait coller directement sur les figurines. Je trouvais ça un peu dommage, là au moins ça ajoute encore un peu plus de visuel, donc c'est vraiment cool je trouve ces petits étendards. Et voilà, ça ajoute un peu de cachet. Voilà pour les figurines, maintenant on va passer à tout ce qui est tuiles et décors. Alors, pour les décors maintenant, vous allez avoir deux grandes tuiles recto verso de forme carrée. Donc ces tuiles, en gros, c'est ce qu'on appelle les tuiles de site combat. Donc ça va représenter des lieux assez restreints, genre, je sais pas, une taverne par exemple, ou une grotte, milieu extérieur également, là où l'action va être très condensée, comparativement à toutes ces tuiles-ci, qui sont les tuiles de site voyage. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans la règle du jeu, donc il y en a un bon paquet. Il y en a 22 exactement, elles sont elles aussi recto verso comme vous le voyez. Et là par contre ça va représenter les maps en extérieur, donc avec de très grands espaces sur lesquels on va pouvoir voyager. Et ici tous les petits éléments de décor, donc vous allez avoir des gouffres, de la brume, des tonneaux, des bancs, des murets, des petits... des rivières en gros, buissons, rochers, vous avez même des feux de camp et des statues. Tout ça en gros, ce sont des décors qui vont vous servir à venir agrémenter le plateau de jeu. Donc admettons ici par exemple, on va dire, ça c'est une taverne, admettons, vous allez avoir un banc ici, pour pouvoir accueillir les clients, des tonneaux. Ici vous allez avoir les murs. Donc évidemment, il va falloir faire parler un peu son imagination, hein. Les accros au jeu de rôle vont pouvoir s'y retrouver un peu. Voilà, et en agrément, de toute façon, c'est l'application qui vous dit exactement où placer les éléments de décor. Voilà, ça donne un petit peu plus de vie. Alors bon, un décor en 3D aurait peut-être été mieux quand même, mais bon, pas trop en demander non plus. Sachez que de toute façon, vous avez la possibilité également de faire des impressions en 3D de ces décors. Je sais que certaines personnes justement utilisant les imprimantes 3D ont déjà créé des décors pour pouvoir jouer au jeu. Ça ajoute toujours plus de cachet justement, donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Voilà, ça c'est pour les décors et donc du coup les petites tuiles sur lesquelles on va pouvoir se déplacer. Maintenant on va placer aux pions disponibles dans la boîte. Pour les pions, alors on va avoir des pions de différents types. On va avoir au plus simple donc ces pions-ci qui vont revenir très souvent. Ce sont des pions donc exploration, inspiration. Alors en gros, ce côté-ci, c'est l'exploration. On va venir placer ces petits pions sur les tuiles de site voyage. Et de l'autre côté, si on les retourne, on a une feuille de la Lotte Lorien. Et ça va nous donner des bonus justement tout au long de la partie. Donc ces petits pions, on va mieux en avoir un maximum possible. Je vous expliquer plus tard à quoi ils servent, bien sûr. Ensuite, on va avoir les jetons ombre. Donc là, vous les rencontrerez un peu moins souvent, mais en gros, quand le mal domine sur certains points de la carte, eh bien on va mettre ces fameux jetons ombre et ils vont nous apporter des malus durant le scénario. Donc il vaut mieux éviter de se retrouver sur les tuiles où se trouvent ces petits pions. Les autres pions qui vont revenir vraiment très souvent, ce sont ceux-ci. Donc là, vous avez la face recherche et ici la face menace.
En gros, eh bien, ce sont des événements avec lesquels vous allez devoir interagir, hein, de toute façon. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Admettons que vous avez... vous voyez quelque chose qui brille au loin, et donc vous allez devoir vous approcher de ce fameux pion, interagir avec, et ça va vous donner un événement particulier à résoudre. Donc voilà, c'est juste pour vous signifier qu'un événement est disponible non loin. Ici, vous allez avoir des pions individus. Alors ces petits pions symbolisent des personnages neutres qui n'ont pas de figurines dans le jeu. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des elfes, des nains, des hommes, voilà, ça c'est uniquement dit par rapport au scénario. Et donc pareil, on vient les placer directement sur les tuiles de site voyage ou les tuiles de site combat. Enfin, dernier petit pion, donc ça ce sont les pions d'exploitation. Dans le jeu, vous allez pouvoir avoir tout au long de la campagne des objets, enfin plutôt des trouvailles. Ces fameux trouvailles du coup sont des objets, fatalement, qui vont avoir un certain nombre d'utilisations. Du coup, par exemple, une torche, vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois par scénario, par exemple. Et donc, en gros, pour signifier ça, vous allez placer un jeton sur votre fameuse carte d'objet torche. Et en gros, une fois qu'une carte objet n'a plus de pion d'exploitation, eh bien l'objet n'est plus utilisable. Ça vous sert juste de mémo ou de pense-bête, en gros. Voilà pour les petits pions disponibles du coup dans la boîte. Maintenant, on va passer au plus gros du matériel, ce sont les cartes. Dernier, du coup, petit tour d'horizon du matériel avec les cartes cette fois-ci. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire un zoom et des zooms à chaque fois sur les cartes, hein. De toute façon, j'y reviendrai dans les règles du jeu. Vous aurez des incrustations, du coup, pour bien voir à quoi ressemblent les cartes exactement. Là, on fait un tour d'horizon, hein, pour passer très vite sur le matériel. Au niveau des cartes, du coup, vous allez déjà avoir les cartes en grand format, donc qui vont représenter les héros de la communauté que vous allez pouvoir jouer tout au long de la campagne, donc où vous retrouverez les noms, caractéristiques et différents effets qu'ils possèdent. Vous allez avoir également donc deux paquets de cartes distincts, un paquet de cartes peur et un paquet de cartes dégâts. Donc en gros, les dégâts c'est facile, ce sont les dégâts physiques que les héros vont pouvoir subir. Les peurs, ce sont les dégâts, disons, d'ordre psychique qu'ils vont pouvoir subir tout au long de l'aventure également. Ensuite, vous allez avoir des paquets de cartes de compétences, donc tout ici. Des compétences de héros. Chaque héros va avoir 5 cartes compétences qui lui seront attitrées. Donc du coup, là vous avez des paquets pour chaque héros. Vous avez les compétences de départ pour les rôles, puisque chaque héros va avoir un rôle qui lui sera attribué, donc par exemple capitaine, chasseur, musicien, etc. Et chaque héros aura donc 3 cartes de départ pour ses rôles. Ensuite, vous avez les différentes cartes que vous pouvez acheter en supplément, donc pour les rôles que vous allez jouer. Donc il y en a à chaque fois, en tout il y a 12 cartes, dont 3 que vous avez dès le départ pour chaque rôle. Donc là, en gros, vous avez 9 cartes supplémentaires pour chaque rôle, donc ça vous fait un très gros paquet de cartes. Toutes ces cartes, vous les achetez au fur et à mesure des scénarios, elles vont vous donner donc du coup des effets de plus en plus puissants. Forcément, hein, plus vous achetez des cartes chères, plus elles vont vous donner des effets assez pétés. Ensuite, on va avoir des cartes de base, donc pareil, des compétences de base, donc qui vont par lot de 6. À chaque fois, les cartes sont identiques et elles vont du coup vous permettre d'avoir des compétences et vous permettre de passer vos tests. Ensuite, on va avoir des titres. Alors, il y en a un certain nombre. Je ne sais plus exactement combien il y a de titres. J'essaye de trouver ça. 21, pardon. 21 cartes titres. Donc en gros, c'est un peu comme dans les MMORPG, hein. Par exemple, la première carte du paquet, c'est Ami des ours. Ce sont des titres honorifiques que vous allez gagner tout au long de la campagne et qui, pareil, vont vous permettre d'avoir des compétences ou vous permettront également de résoudre des tests. Ces cartes titres ne servent qu'à ça. Ensuite, vous allez avoir les cartes pour les décors, puisque chaque décor va avoir un effet, par exemple ici le gouffre. Donc, quand vous mettez en place votre décor, vous gardez les cartes des différents petits pions du coup de décor à portée de main, comme ça vous savez exactement quel bonus ou malus peut vous donner ces fameux décors. On va avoir 3 paquets de cartes état, donc à chaque fois vous avez 5 fois le même état, hein, pour pouvoir justement les donner aux différents personnages de la communauté. Ces états, donc, ce sont des bonus, hein, pareil. Donc là vous avez déterminé, caché et enhardi. Et donc ces bonus vont s'appliquer tout au long du scénario, ou en tout cas jusqu'à ce que le fameux état soit défaussé. Ensuite, on va avoir un paquet de cartes faiblesse. Alors les cartes faiblesse, elles ne servent à rien, sauf à pourrir votre deck.
C'est des cartes de toute façon, vous allez être obligé d'en avoir dans votre deck quoi qu'il arrive, hein. Déjà dès le départ vous en avez une. Et ces cartes, voilà, n'ont d'autre effet que de vous faire chier. Par contre, elles ont des illustrations magnifiques, je vous les montrerai plus tard bien sûr. Ensuite, on a les 3 derniers paquets de cartes donc, qui vont vous donner donc, les fameux vêtements et autres armures. Donc à chaque fois, il y en a un bon paquet, hein, des armures qui peuvent être augmentées, enfin améliorées plutôt, je vais dire, tout au long de la campagne. Donc vous en avez un certain nombre. Hein. Pareil pour les armes. Donc, qui vont être upgradables tout au long de la partie. Et vous allez également avoir du coup les trouvailles, donc qui sont les différents objets sur lesquels vous allez placer vos pions d'exploitation pour pouvoir les utiliser. Ça c'est le tour d'horizon des cartes, là on a fait le tour, hein. Il n'y a plus de matériel à présenter, donc là on va pouvoir passer à la mise en place et aussi la présentation de l'application. Petit mea culpa, avant de vous quitter par rapport au matériel, vous avez pu voir que les cartes étaient pochetées. Donc à chaque fois vous avez les petites pochettes en plastique. Bien évidemment ces pochettes ne sont pas vendues avec la boîte, hein, faut pas déconner non plus. Vous pouvez les acheter à part. Alors je vous recommande très chaudement ces pochettes-ci, donc qui sont des Ultimate Guard Premium. Ce sont des cartes pour le jeu X-Wing hein, de base, donc un autre jeu FFG qui utilise exactement les mêmes types de cartes. Si vous ne souhaitez pas prendre les Ultimate Guard qui sont un peu cher, il faut se l'avouer, vous pouvez partir sur des du coup pochettes qui vont être au format 43 par 65 mm. Pour les Ultimate Guard, vous avez 50 pochettes par sachet. Il faut savoir que dans le jeu, il y a à peu près un peu plus de 200 cartes, donc il va falloir mettre la main à la poche du coup pour pouvoir protéger vos cartes. Donc voilà, en tout cas je vous recommande celle-ci, sinon partez sur n'importe quel type de pochette, ça fera très bien l'affaire également. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors maintenant qu'on a vu tout le matériel, on va passer à la mise en place. Alors avant de faire la mise en place de la campagne, la mise en place des scénarios et la mise en place de vos personnages, vous gardez à portée de main tout le matériel qui est ici. Les tuiles de site voyage, vous les gardez à portée de main. Les tuiles de site combat, donc les grandes tuiles carrées, pareil, vous pouvez les garder à portée de main, puisque ça concrètement vous allez en placer assez souvent sur le plateau, au fur et à mesure que le scénario avance. Tous les pions recherche et menace, pareil, vous les gardez à portée de main, puisque vous allez devoir en mettre très souvent sur les tuiles de site voyage et combat, justement. Les pions individus, pareil, vous pouvez les garder à portée de main, même s'ils seront moins souvent placés sur la table. Les pions exploration, inspiration, également, vous les gardez à portée de main. Les figurines, du coup, pour les méchants, pareil, on les garde à portée de main. Et leur bannière également, puisqu'il faudra pouvoir différencier les ennemis s'ils utilisent les mêmes figurines. Ensuite, au niveau des cartes, vous allez garder les cartes état, donc déterminé, étourdi et caché à portée de main, puisque ces effets bénéfiques, vous pourrez en bénéficier grâce à diverses compétences de vos héros. Et il faudra donc les garder à portée de main pour que vous sachiez exactement à quoi ils servent tout au long de la partie. Ensuite, vous allez former donc le paquet de cartes dégâts et le paquet de cartes peur. Vous allez les mélanger et ça, ces cartes, il faudra constamment les garder aussi à portée de main, puisque vos héros vont très souvent avoir la pétoche et se prendre des dégâts dans la tronche. Donc il va falloir les garder à portée de main. Ensuite, vous prenez le paquet de cartes faiblesse. Donc pour rappel, le paquet de cartes faiblesse, c'est ce paquet-ci. Ce sont des cartes sans texte, avec de magnifiques illustrations, donc avec le texte sur fond violet. Ces cartes, il faut également les garder à portée de main, puisque tout au long des scénarios, vous risquez de vous manger des faiblesses en pleine tronche, tout comme les dégâts et les peurs. Et on va en avoir besoin dès la mise en place des héros, d'ailleurs, des cartes faiblesse. Donc tout ça, vous gardez à portée de main sur un coin de la table, hein, bien évidemment, en dehors de la zone de jeu, et accessible. Bien évidemment, il faut garder en même temps à portée de main l'application, hein, ça paraît logique, puisque sans l'application, vous ne pourrez pas jouer, donc il faut que vous ayez votre application à portée de main également. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place du matériel qui va vous servir donc en toute occasion quand vous jouez vos scénarios. Maintenant on va passer à la mise en place de la campagne sur la tablette et ensuite la mise en place des héros. Alors la mise en place de la campagne, comment ça marche exactement? Déjà on va s'occuper de la campagne du coup sur la tablette, hein. On va mettre tout ça en condition. Donc
Nouvelle partie pour lancer une nouvelle campagne, hein, forcément, charger la partie pour reprendre une partie en cours. Donc, nouvelle partie, on y va. Vous avez le choix entre 3 campagnes, soit les eaux d'Arnor, donc la campagne la plus à gauche, soit cette campagne-ci, donc à la poursuite de la couronne de Braise, donc qui est une autre campagne, qui là malheureusement est indisponible. Elle était disponible il y a très peu de temps et depuis que la nouvelle extension est sortie, eh bien elle n'est plus disponible. C'est bien dommage. Par contre, bien évidemment, vous avez la nouvelle extension, donc Sombre Chemin, qui elle est disponible donc depuis très peu de temps du coup, via cette grosse boîte d'extension qui vous apporte de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, des nouvelles tuiles, nouveaux ennemis, etc. etc. Donc nous, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, ce sont les eaux d'Arnor. De toute façon, je vous conseille de faire celle-là d'abord. Hein. On a sélectionné notre campagne, ensuite on va vous demander de choisir un niveau de difficulté. Vous en avez 3 différents. Donc soit le mode aventure, considérez ça comme étant un mode facile, hein. Vous n'allez pas faire tous les types de combats disponibles au niveau du jeu. Les ennemis ne seront pas forcément très balèzes, voilà, c'est vraiment pour dire de vous amuser mais sans trop de challenge. Le mode normal, là on va tirer profit de tout le matériel de la boîte et donc forcément on va avoir droit à des petits défis assez corsés. Et après, si vous êtes vraiment super balèze, vous pouvez vous lancer dans le mode difficile et là je vous souhaite bien du courage parce que les ennemis sont beaucoup plus balèzes, les tests sont beaucoup plus chiants à faire, bref, on va prendre le mode normal. Alors on a sélectionné. Ensuite, on va nous demander donc forcément de prendre un emplacement de sauvegarde. Ensuite, on va sélectionner nos héros parmi les 6, donc Aragorn, Béravor, Bilbon, Elena, Gimli, Legolas. Donc vous choisissez un parmi les 6, alors admettons, on va prendre Aragorn et Legolas. On va vous demander ici de prendre les objets de départ de vos héros. Donc la cape de voyage, enfin la tenue de voyage, pardon, l'épée, l'étendard, la cape, le grand arc. Alors vous le voyez peut-être pas parce que forcément la mise au point elle va pas se faire, mais en gros chaque tenue, donc armure ou objet, vous allez avoir en bas à droite un chiffre romain, donc ici le chiffre 1, ce qui veut dire que vous allez devoir prendre la tenue de voyage niveau 1, puisque les objets vont avoir des niveaux, bien évidemment, ça j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas vous prenez ces objets de départ-ci. On continue, on doit nommer donc notre compagnie. Donc vous la nommez comme vous voulez, hein, donc je sais pas, admettons, allez, la compagnie Trudok, ok, c'est nommé, on y va, on commence. Donc là la campagne va se mettre en place, vous allez avoir un texte d'ambiance qui vous explique l'histoire donc de la campagne, ou en tout cas le début de l'histoire, hein, par quoi tout a commencé, pourquoi votre communauté s'est formée. Donc il vaut mieux le lire, hein, puisque c'est un jeu à narration, donc autant lire directement ce qui vous est amené donc, par l'application. Ensuite, donc, vous avez toute la carte de la Terre du Milieu. Donc on reconnaît hein, le Mordor, le Gondor, etc., etc. Donc nous on commence ici au niveau du feu de camp. Le feu de camp, c'est vraiment là où vous allez commencer donc, la campagne, et en général les scénarios. Donc ici, les Riador. On continue. Là, on a du coup l'histoire de notre scénario. On confirme. On va arriver à notre feu de camp. Et là, du coup, on va pouvoir sélectionner un rôle pour nos personnages. Alors, il y en a 6 différents. Vous avez le cambrioleur, le capitaine, le chasseur, l'éclaireur, le gardien, le musicien. Alors, en gros, le cambrioleur, ça vous permet de jouer, en tout cas, votre héros, comme si il était tout seul en fait. Vous n'allez pas avoir besoin des autres héros à côté de vous. C'est vraiment pour jouer au loin par rapport aux autres. Voilà, concrètement, hein, je peux pas en dire grand chose de plus, mais disons que au moins l'avantage c'est que si jamais vous êtes éparpillé, le cambrioleur il est quand même bien... Voilà, il a quand même la possibilité de bien se cacher. Le capitaine, lui, va donner quelques buffs aux autres joueurs, donc via ses différentes compétences, et en gros, ça va aussi servir à anticiper les situations qui peuvent vous tomber sur le coin de la gueule. Donc, c'est plutôt sympa comme classe. Moi, je la recommande assez chaudement.
Le chasseur, il va infliger de lourds dégâts, donc en général, on va surtout le donner à Legolas, puisque l'avantage de Legolas, c'est qu'il tire à distance, et faire des gros dégâts à distance pour ensuite finir au corps à corps, c'est vraiment assez sympa. Donc chasseur, vraiment à recommander sur Legolas. Vous allez pouvoir prendre le rôle d'éclaireur également, donc il va aider la compagnie à se déplacer rapidement. Donc oui, on va vraiment se déplacer très rapidement sur la map et l'explorer assez facilement. En général, ça vous donne des bonus de déplacement qui ne sont pas négligeables quand les maps sont vraiment très grandes. Le gardien, il va protéger les autres et il va bénéficier de défenses renforcées. En gros, votre personnage va être un tanker, il va essayer de faire un maximum de dégâts, mais surtout, il va essayer de s'en prendre un maximum pour éviter aux autres héros d'être dans la merde. Donc, c'est plutôt sympa comme rôle. On va surtout le donner à Gimli. Pour le cambrioleur, je ne l'avais pas dit, mais on va surtout le donner à Bilbon, forcément, comme dans les films et les livres. L'éclaireur, j'en avais pas parlé. L'éclaireur, on va surtout réserver ce rôle à Béravor, donc l'un des deux personnages inédits de la boîte. Et ensuite, on va voir le musicien en autre rôle. En gros, il va aider les autres dans leurs différents tests en leur donnant des buffs, justement. Donc, ce sera réservé pour Elena. Bien évidemment, on vous dit réservé, mais ce n'est pas vraiment réservé uniquement au personnage. Disons plutôt que, en gros, chaque héros va vraiment avoir un rôle de prédilection. Après, vous pouvez jouer vos personnages comme vous l'entendez. Si vous voulez que Aragorn soit en spécialité de cambrioleur, vous pouvez très bien le faire. L'avantage, c'est qu'au moins, ces différentes compétences que vous allez acquérir vont vous donner une autre vision du jeu, entre guillemets, et vous allez pouvoir jouer vos héros différemment, ce qui fait que vos campagnes ne seront pas forcément toujours les mêmes. Donc, du coup, après ce long aparté sur les rôles, vous choisissez les rôles que vous voulez attribuer à vos héros. Donc, admettons, on va faire ce que nous dit le livret de campagne. Donc, Aragorn va être capitaine, Legolas va être chasseur. Et là, on va être prêt, on va pouvoir faire en route. Donc, avant de faire en route, on va bien évidemment mettre en place notre matériel pour les héros. Et ça, c'est pas la campagne qui va vous le dire, c'est le livre de règles. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors maintenant, la mise en place des personnages. Donc dans un premier temps, on va prendre forcément nos fiches de personnages avec nous. Donc on va les placer devant nous. On va prendre évidemment les figurines associées à ces mêmes héros, que l'on place du coup sur les fiches de personnages. Ensuite, on va prendre pour chaque personnage donc les équipements qui leur sont associés donc par rapport à ce que nous a dit l'application directement, donc pour Legolas, la cape et le grand arc, et on place les cartes sous la carte personnage. Donc, en gros, les différents équipements vont nous donner des compétences, et ces compétences, on va les garder à portée de main, donc on les garde en dessous de nos personnages. On fait pareil pour Aragorn, donc il a droit à son étendard, son épée et sa tenue de voyage. Ensuite, on va donner à chaque héros donc des paquets de cartes compétences. Donc pour Aragorn, les cartes Aragorn du coup qui lui sont dédiées. Donc vous pouvez le voir par rapport au petit encart en bas. Chaque héros a 5 cartes dédiées. Donc Aragorn, Legolas, voici ces 5 cartes. Je les place là. Chaque héros va ensuite recevoir des cartes de base qui sont au nombre de 6, donc elles sont numérotées de 1 à 6 en bas. Hop, on les met sur son paquet, pareil pour Legolas. Ensuite, chaque personnage va recevoir donc ses cartes compétences de rôle qui sont associées. Donc par exemple pour Aragorn, donc les 3 cartes capitaine. Il va garder la carte capitaine 1, donc on ne peut pas se tromper puisque la carte capitaine 1, elle va avoir le numéro 1 en bas avec la mention capitaine et des petites étoiles à côté du nom de la compétence. Cette carte en gros de compétence de rôle, on va la mettre directement en dessous de son matériel de personnage. C'est une compétence qui va déjà être préparée et utilisable par Aragorn dans le premier scénario. Bien évidemment, Legolas, c'est exactement la même chose. On prend ses cartes compétences chasseur,
On garde donc la carte numéro 1 de chasseur et on vient la placer dans la zone de jeu de Legolas pour qu'il puisse profiter de sa compétence dès le début du scénario. Les autres cartes vont dans son paquet et ensuite on donne à chaque héros une carte faiblesse qui va venir agrémenter donc leur paquet de cartes compétences. Les cartes faiblesse, elles ont le même dos que vos cartes de compétences, donc un anneau sur fond de feu justement. Donc chaque héros reçoit une faiblesse, on mélange les paquets, et là, du coup, on va être prêt pour pouvoir commencer un scénario de la campagne. Là, la mise en place pour les héros est faite. Maintenant, une fois que les paquets sont mélangés, on est prêt à jouer, et là, on va pouvoir passer aux règles du jeu directement. Allez, c'est parti, on est prêt à entamer les règles. Alors, comment se joue le Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu? Eh bien, c'est facile. En gros, une campagne, ça va être une succession de scénarios dans lesquels vos héros vont devoir donc résoudre des enquêtes, effectuer des combats, explorer les régions qui vont devoir, dans lesquelles ils doivent se rendre. Donc, tout ça, bien évidemment, en faisant différentes actions. Alors, en gros, pour un déroulement de partie, ou plutôt le déroulement d'un scénario, vous allez avoir 3 phases à respecter et à faire dans l'ordre. Vous avez la phase d'action, donc qui concerne les héros, dans lesquels ils vont pouvoir se déplacer sur le plateau de jeu, attaquer des figurines ennemies, interagir avec le monde qui les entoure. Ensuite, vous allez avoir la phase d'ombre, donc là, ce sont les ennemis qui vont devoir se déplacer et attaquer les héros. Et ensuite, on va avoir une phase de ralliement, donc comprenez par là une phase dans laquelle on va redresser toutes nos cartes, remélanger notre défausse, etc., et faire du coup différentes compétences. Ça, c'est le déroulement de la partie. Maintenant, on va voir les phases les unes après les autres, et on va commencer du coup donc par la phase d'action, et par les différentes actions que l'on va pouvoir effectuer durant cette phase. Alors, la phase d'action donc. La phase d'action, c'est facile. En gros, pendant cette phase-là, chaque héros va devoir, à son tour, effectuer des actions donc, de recherche, de combat ou de voyage donc, sur le plateau de jeu. Chaque héros va jouer donc chacun son tour, et chacun leur tour, ils vont pouvoir effectuer 2 actions parmi 3 disponibles. Ils peuvent faire 2 fois la même action. Les actions qui sont au nombre de 3, donc vous pouvez voyager, c'est-à-dire vous déplacer sur le plateau de jeu, attaquer des figurines ennemies qui se trouvaient sur le plateau de jeu, et également interagir. Donc là, l'interaction, c'est par rapport aux différents pions que vous allez avoir sur la table. Donc les pions du coup de recherche, les pions de menace, les pions d'individus. On va commencer par l'action la plus simple, c'est le voyage. Le voyage, en gros, c'est un déplacement, concrètement, donc vous allez vous déplacer d'une case à une case adjacente. Alors, il faut bien comprendre la notion de tuile et la notion de case. Une tuile, c'est ça. Voilà, c'est un regroupement de cases. Les cases, forcément, c'est les petits bouts de terrain séparés par des lignes blanches. Donc, les lignes blanches que vous avez ici, donc qui sont convexes, en gros, c'est pour justement séparer la tuile en plusieurs parties. Les bordures, c'est pareil, ça va vous permettre de séparer les tuiles entre elles et de créer donc des nouvelles cases. Donc par exemple, si mon personnage, donc ici Aragorn, veut aller jusqu'à cette case-ci, il va faire un déplacement de 2 cases. La case ici et la case ici. Donc son déplacement, je le rappelle, 2 cases par personnage. Les personnages se déplacent tous de 2 cases, quoi qu'il arrive, sauf compétences qui pourraient les aider à améliorer ça. La seule chose à savoir, par contre, quand on fait un déplacement, ou plutôt un voyage, c'est qu'il va se passer potentiellement quelque chose si on arrive sur une case qui comporte justement ce petit pion d'exploration. On va faire justement un voyage jusqu'ici. Dès qu'un personnage rentre dans une case d'une tuile où se trouve un pion d'exploration, on doit justement effectuer une exploration. Alors attention, l'exploration, ce n'est pas une action, c'est vraiment quelque chose qui intervient dès qu'un personnage rentre sur une tuile qui du coup n'a pas été explorée.
Comment est-ce qu'on fait l'exploration? Eh bien c'est facile, on prend la tablette, enfin, ou plutôt l'application, et on va venir sélectionner l'icône du coup d'exploration. Donc on appuie, voilà, on va nous demander si on veut explorer. On confirme, et là on va avoir une ligne de texte. Donc ici par exemple, un ancien chêne préside cette étendue de collines et une tanière d'ours se cache sur une des pentes rocheuses. Défausser le pion exploration, gagner une inspiration. Donc on suit ce que dit l'application, hein. Donc on prend notre pion d'exploration et on va venir le poser directement sur notre fiche de héros. Donc je le rappelle, la fiche de héros elle se présente ainsi. Alors ça va permettre justement de vous montrer comment se présente la fiche. Donc la fiche de héros, vous avez le nom du personnage, son illustration, si c'est un humain, un elfe, un nain, etc., etc. Vous avez également les caractéristiques du personnage, hein, donc force, sagesse, agilité, esprit, ingéniosité. Je reviendrai sur les valeurs numériques qui se trouvent à l'intérieur. Le nombre maximum de cartes peur qu'il peut avoir, le nombre maximum de cartes dégâts qu'il peut avoir, sa capacité, et ici justement l'encoche pour les jetons d'inspiration. Puisque les jetons exploration, au verso, vous avez une phase inspiration. Et bien en gros, Aragorn, il peut avoir 4 jetons inspiration en même temps sur sa fiche de héros. Donc on place son jeton d'inspiration, qu'on place sur la fiche, et ce jeton va nous servir pour plus tard. En gros, ça va nous permettre de réussir des tests potentiellement ratés. Enfin, je vous expliquerai de toute façon, vous comprendrez ça plus tard. Une fois qu'on a réussi justement, enfin qu'on a fait cette petite étape, alors je remets au point, on continue. Et en général, on a justement des nouveaux pions qui viennent agrémenter le plateau. Donc ici, par exemple, au fur et à mesure de votre voyage, vous aurez de nombreuses opportunités d'en apprendre davantage sur la riche histoire de cette région. Placez un pion recherche comme indiqué. Donc sur cette case-ci, on vient mettre un pion recherche, donc ça tombe bien, là où se trouve Aragorn. On continue. Voilà, votre voyage se poursuit, donc là, on a terminé l'exploration. Voilà, vous voyez, c'était rapide, c'était facile. Ça, on va devoir faire ça dès que un pion, enfin plutôt un personnage va arriver sur une case où se trouve un jeton d'exploration. Par exemple, si je bouge la map, vous voyez, il y en a un ici aussi. Donc par exemple, Legolas, s'il arrive sur cette case-ci, va devoir faire l'exploration de la tuile. Voilà comment fonctionne le voyage, et donc du coup l'exploration, maintenant on va passer à la suite. On va pouvoir passer du coup maintenant à la deuxième action possible, c'est l'interaction. Alors l'interaction, elle va intervenir pour 3 types de pions. Parce que vous avez 3 types de pions dans le jeu, les pions recherche, les pions menace et les pions individus. Tous ces pions, vous pouvez interagir avec. Pour interagir avec, c'est simple, vous allez utiliser l'application et suivre ce qui est noté dessus. Donc je vais juste faire un petit aparté sur les différents pions pour vous expliquer à quoi ils servent exactement. Le pion recherche, dans un premier temps, c'est un pion, en gros, où vous allez avoir un événement, genre, je sais pas, par exemple, vous avez un buisson devant vous, et dans ce buisson, vous voyez une sorte de petite lueur, et cette lueur attire votre regard, et donc, en gros, ce pion recherche symbolise cet événement précis. Les pions menaces, là, en revanche, ce sont des éléments qui sont négatifs. Ils sont négatifs, mais il vaut mieux interagir avec ces pions-ci, puisque ces pions, ils vont justement vous faire chier, mais vraiment, vraiment vous faire chier, pendant la phase d'ombre, donc la phase des ennemis, pardon. Donc ça, ces pions, il vaut mieux toujours interagir avec, et le plus rapidement possible, parce que ça peut rapidement vous déborder. Donc, voilà. Soyez très attentifs à ces jetons-ci. Les jetons individus, enfin, là, ce sont des jetons qui symbolisent, comme je vous l'avais dit lors de la présentation du matériel, des personnages neutres, donc qui ne sont pas représentés par des figurines ou par des cartes, par exemple. Ces pions, en gros, ça peut vous ouvrir des petites boîtes de dialogue, par exemple, je sais pas, vous voyez un marchand itinérant qui se balade le long de la route. Vous appuyez donc sur cette icône dans l'application, et vous avez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Admettons, le marchand va vous dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que vous faites là ?» Il va vous proposer 3 choix, admettons, et ces choix vont du coup vous permettre en gros de créer votre propre histoire
et bien évidemment ça va vous amener à certains événements particuliers. Ça, tout dépend du scénario. Alors je sais que j'explique très mal, mais c'est assez... c'est pas forcément très concret dit comme ça, c'est vraiment quand vous suivez via l'application, vous verrez quand je filmerai un tour de jeu pour justement le Seigneur des Anneaux, vous verrez que les pions individus, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez beaucoup de choses, et c'est vraiment l'application qui va vous permettre de voir ça de manière très concrète. Donc justement, par exemple, Aragorn se trouve ici, à côté du pion recherche. Alors, je le précise tout de même, ça paraît logique. Aragorn, là, il ne peut interagir qu'avec ce pion recherche. Il ne peut pas interagir avec le pion menace ou avec le pion individu, puisque pour interagir avec ces différents pions, il faut bien évidemment se trouver dans la case. Je le précise, sinon ça paraît trop simple. Hop. Alors, justement, il y a une chose que vous aurez peut-être remarqué, les plus attentionnés d'entre vous, les figurines de héros n'apparaissent pas sur l'application. Et c'est normal, puisque vous imaginez bien que si vos pions de personnages se trouvaient là, tout comme les cartes de votre jeu se trouvaient dans l'application est gratuite, vous n'auriez pas besoin de tout le matériel. Donc forcément, vos personnages, vous devez suivre scrupuleusement leurs différents parcours. Donc évitez de tricher, ça serait dommage. Alors du coup, on sort de cet aparté, on va faire une interaction avec ce fameux pion recherche qui se trouve donc sur la case où Aragorn se trouve en ce moment. On appuie dessus, évidemment on a toujours une boîte de dialogue qui s'ouvre. Depuis ce point de vue, un agréable panorama sur le paysage vallonné s'étend devant vous. Alors, vous avez le choix entre annuler et rechercher. C'est une chose importante puisque quand vous annulez, hop, on sort de cette fenêtre, le pion recherche ne bouge pas. Vous pouvez faire ça avec tous les pions du jeu. Il faut, vous pouvez justement, hop, à chaque fois, vous voyez des ombres rampantes se glisser entre certains arbres, observant vos mouvements. Tous les pions, vous pouvez interagir avec comme ça et annuler en cours de route pour savoir, entre guillemets, ce qui vous attend. C'est pas tricher, c'est plutôt savoir, en gros, ce que représentent les pions. Parce que parfois, il y a des pions recherche, vous n'aurez pas forcément envie de les faire. Donc, le texte est plus ou moins tentant suivant la situation, donc vous avez tout à fait le droit d'appuyer dessus. Par contre, bien évidemment, si vous faites menace, vous n'allez pas rechercher si un héros ne se trouve pas dans la case où se trouve le pion, c'est logique. Alors on revient sur ce pion recherche, donc avec l'agréable panorama. On va faire rechercher, et là, le paysage est magnifique, comme sculpté par un chemin sinueux qui serpente entre les collines et les vallées. Vous vous rappelez soudainement une histoire que vous avez entendue il y a longtemps au sujet d'une rivière. Continuez. Il y a longtemps, il y avait un arbre en guerre avec une rivière. Ses racines étaient profondément enfoncées dans le sol et la pierre. La rivière tentait désespérément de trouver un passage autour de son puissant tronc. Mais la rivière gardait un secret. Gagner une inspiration, défausser ensuite ce pion recherche. Voilà, donc vous le voyez, donc, il y a une suite à cette histoire, vous en êtes sûr, mais vous n'arrivez pas à vous souvenir du reste jusqu'à présent. Continuez. Le pion a disparu. Donc, comme le pion a disparu de l'application, et que de toute façon l'application nous a bien dit de retirer ce pion, on le retire du plateau de jeu. On gagne notre jeton inspiration pour Aragorn, on va le placer sur sa fiche, et là du coup on a interagi avec un pion. Globalement c'est la même chose avec les pions menaces et les pions individus, de toute façon, puisque vous faites via l'application. Donc là l'interaction, on a vu à quoi ça consistait, maintenant on va essayer d'initier un combat. Alors maintenant, la troisième action, donc l'action d'attaque. Admettons, on se trouve donc sur cette tuile-ci avec Aragorn, et il se trouve du coup que sur sa tuile, il y a deux bandits représentés par ces figurines grises. Pour pouvoir faire une attaque, Aragorn il va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, il va avoir besoin d'une arme, ça c'est logique, pour attaquer, il doit forcément utiliser une arme. Ensuite, il va devoir utiliser ses cartes compétences. Alors, comment fonctionne un combat exactement ? Tout d'abord, on va regarder ce que possède Aragorn comme objet et on va essayer de voir si on a des armes. On a ici une carte compétence, donc la carte compétence capitaine numéro 1 qu'on avait préparée une fois qu'on a mis en place le jeu.
On a la tenue de voyage qui nous sert d'armure, on a l'étendard, donc l'étendard il va surtout nous servir pour apporter des buffs aux alliés, et on a une épée. Bon, bah c'est facile, l'épée elle va forcément nous servir à attaquer. Dans ce petit encart ici, vous allez voir apparaître l'image de l'épée en incrustation. Je ne vais pas vous faire de zoom et de dézoom sur le matériel à chaque fois, hein, parce que honnêtement j'ai essayé, au bout de 20 minutes j'ai eu envie de vomir, et encore 20 minutes je suis assez gentil, donc du coup je vous fais des incrustations d'images, ça va quand même être plus digeste entre guillemets. Alors, nous ce qui nous intéresse du coup sur l'épée, il y a plusieurs choses déjà. Au milieu, vous avez le nom donc, de l'objet que vous allez utiliser, donc par ici l'épée du coup en exemple. Ensuite, vous allez avoir un chiffre donc, qui symbolise le niveau de l'objet. Donc par exemple, ici l'épée c'est un objet de niveau 1. Dans l'encart du bas, vous allez avoir une icône de main, donc ça vous dit combien de mains en gros Aragorn a utilisé pour utiliser son épée. Donc bah là, l'épée, elle ne nécessite qu'une seule main pour être utilisée, donc Aragorn peut l'utiliser pour combattre. Admettons, si il avait un arc va vous demander forcément 2 mains pour être utilisé. Si vous attaquez avec un arc, vous ne pouvez pas attaquer en même temps avec une épée, puisqu'un être humain normalement constitué n'a que 2 mains. Voilà, ça paraît logique, ceci vient de Tchernobyl et qu'il est né avec un 3e bras. Bref, ça, c'est surtout ce qui va nous intéresser pour l'attaque, c'est savoir combien de mains nécessite l'objet. Donc ici, une seule, il va pouvoir l'utiliser pour attaquer. La valeur numérique que vous avez à côté de la main, vous n'en tenez pas compte pour l'instant, je reviendrai plus tard quand je parlerai des cartes et surtout des fins de scénario. Par contre, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'encart se trouvant tout en haut de la carte. Alors, en haut à gauche, vous allez avoir une icône. Ça, en gros, c'est une caractéristique. Cette icône de caractéristique, donc là par exemple qui représente la force, c'est l'icône que nous allons devoir utiliser pour faire notre test. Alors, si on prend la fiche de personnage d'Aragorn, on voit qu'il y a donc ces différentes caractéristiques, et on voit surtout qu'il y a 5 caractéristiques. La force, représentée donc par le corps, la sagesse, représentée par l'arbre, l'agilité, représentée donc par cette petite icône verte, l'esprit avec la flamme bleue, et l'ingéniosité avec du coup cette petite étoile, je ne sais pas exactement, en tout cas cette couleur jaune, ça c'est sûr. En gros, c'est facile, pour utiliser l'épée, on doit utiliser la caractéristique de force, pour Aragorn en tout cas, pour faire son attaque. Donc, on doit utiliser la caractéristique de force. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la valeur numérique qui se trouve à côté de la caractéristique de force. Donc ici, pour Aragorn, 3. Ça veut dire que, concrètement, pour faire son test de force, eh bien, Aragorn va devoir piocher les 3 premières cartes de son paquet de cartes compétences. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va piocher les 3 premières cartes de son paquet compétences. Voilà. Et il va regarder ce qu'il a eu. Donc, on va faire une mise au point. Alors, on a eu la carte Grand Pas, la carte Vivacité d'Esprit et la carte Moment Difficile. Alors, je vais faire un aparté tout de suite. Pour les attaques, vous faites ça. Pour les tests, c'est exactement la même chose. Parfois, quand vous allez faire, admettons, une interaction avec un pion de recherche ou menace, on va vous dire, admettons, vous devez faire un test d'esprit. Donc on va vous mettre l'icône de la caractéristique esprit, et on va vous dire, admettons, donc test d'esprit 2. Donc c'est-à-dire, admettons, c'est un test qui va vous demander une difficulté de 2, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir 2 réussites pour réussir le test. On va faire exactement la même chose. Pour faire les tests, on regarde donc ce que nous demande le test en question, par exemple le test d'esprit, on regarde la caractéristique d'Aragorn et les 2, ça veut dire qu'il va piocher les 2 premières cartes de son paquet pour faire son test. Voilà. Donc test et attaque, c'est exactement le même principe, vous utilisez vos cartes compétences. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, pour le test d'attaque, ou les tests tout court? C'est ça. Tous les textes en dessous, vous n'en tenez pas compte. Ces textes, vous n'en tenez compte que lorsque vous avez ces cartes en fait préparées devant vous. Donc préparer, c'est ça. Par exemple, la carte ici donc de capitaine, c'est une carte compétence.
elle est préparée, elle est devant vous, elle ne sert que pour sa compétence. Vous n'utilisez jamais pour faire un test. Donc, si vous avez compris, hop, on ne va utiliser que ces icônes. Alors, vous avez deux icônes. Soit le soleil, donc là ça veut dire que c'est une réussite, soit la feuille de la Lothlórien, et là c'est une réussite potentielle. Comment faire en sorte qu'une réussite potentielle devienne une réussite? Eh bien en utilisant les jetons inspiration. Les jetons inspiration ne sont utilisables qu'une fois, bien sûr. Une fois que vous avez transformé une réussite potentielle en réussite grâce à un jeton d'inspiration, le jeton vous le jetez directement, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc là en gros, qu'est-ce que ça sous-entend ce test d'attaque? Eh bien en gros, Aragorn pour l'instant il a une réussite et 3 réussites potentielles. On sait qu'il a 2 jetons d'inspiration, et bien admettons, il va jeter 2 jetons d'inspiration de sa fiche personnage, et comme ça, il va avoir 3 réussites à son test d'attaque. Alors les réussites c'est bien beau, mais à quoi ça sert exactement? C'est facile, on va prendre donc notre épée, et on va regarder l'encart de texte qui se trouve en haut de la carte épée. On a une réussite égale 2 touches, 2 réussites égale 5 touches. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que, admettons, on sait que Aragorn a 3 réussites, donc il va pouvoir utiliser l'effet 2 réussites égale 5 touches, et l'effet 1 réussite égale 2 touches. Donc en gros, il va assigner 7 touches au bandit. Alors attention, les effets ne sont utilisables qu'une seule fois par combat. C'est-à-dire que si, admettons, Aragorn avait eu 4 réussites, il ne pourrait pas faire 2 fois l'effet de réussite égale 5 touches pour asséner 10 touches. Les effets ne sont utilisables qu'une fois. Donc là, admettons, on va dire qu'il a fait 5 touches. Comment ça se symbolise en attaque? Vous allez voir sur l'application tout de suite. Je vous montre ça. Mise au point. On sait qu'on va attaquer les bandits, donc on va prendre cette icône-ci de bandit. Ça symbolise les bandits qui se trouvent sur cette tuile-ci. On appuie dessus. Voilà. Et là, les bandits, c'est facile, ils ont des caractéristiques. Donc, leur nom, aucun bonus, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne reçoivent rien, pas de bonus d'armure, pas de bonus en attaque, etc. Le nombre de points de vie qu'ils possèdent, donc là, on sait qu'il y a 2 figurines de bandits, puisque les figurines vont par 2, donc en tout, les bandits ont à eux deux 10 points de vie. On va faire cette icône-ci d'épée, c'est-à-dire qu'on va assigner les touches. Donc là, vous allez avoir différents effets, donc perforation, mortelle, etc., etc. Là, en gros, tout ça, ça va être fonction de votre carte d'attaque et vos compétences. Donc ici, c'est une attaque simple, il n'y a pas d'effet supplémentaire. On assigne juste des touches. Donc, ce qu'on fait, on a assigné donc 7 touches. Donc on va appuyer sur ce plus et on va mettre les 7 touches. À chaque fois que je fais une touche, vous voyez les points de vie d'un bandit qui diminuent. Quand il y a une tête de mort, on retire directement l'icône, la figurine du bandit. Appliquez cette touche, confirmez. Hop. Voilà. Retirer un bandit. On retire le bandit de la tuile. Et là, je viens de faire mon attaque. On continue. Alors, ça, je vais y venir juste après, mais en gros, on a attaqué le bandit. Notre attaque est faite. Une fois que notre attaque est faite, les cartes que l'on a piochées pour faire du coup notre attaque sont défaussées. Donc on se crée une petite défausse à côté de sa fiche de personnage. Et là on a fait notre action d'attaque. On va voir tout de suite ce qui se passe une fois qu'on a attaqué. Donc, en gros, quand vous attaquez un ennemi, il a la possibilité de contre-attaquer. Alors, pour qu'il puisse contre-attaquer, il faut bien évidemment que l'ennemi n'ait rien fait pendant son tour. Là, c'est le cas, admettons, on va partir du principe que c'est l'action d'Aragorn d'attaque, et que le bandit n'a rien fait à ce tour-ci. Alors, il va contre-attaquer. On fait oui, et là voilà, on nous dit « Un assaillant vous attaque d'un coup de son épée terrifiante. Un test de force annule. » Alors en gros, ici, on voit 2 avec des icônes de griffes. Ça symbolise le nombre de dégâts que va faire l'attaque. Pour annuler ces 2 dégâts, il va falloir que je fasse un test de force, du coup, puisque c'est l'icône de corps. Si j'ai 2 réussites, je retire les 2 dégâts. Je ne prendrai pas de dégâts en trop. Par contre, bien évidemment, si je n'ai qu'une seule réussite, je vais prendre tout de même un dégât.
Donc là c'est facile, on va faire exactement la même chose. On a 3 en force, donc on pioche les 3 premières cartes de notre paquet. On regarde. Donc là, on a de nouveaux grands pas, sagesse des anciens, volotin et flexible. Encore une fois, on ne tient pas compte du texte, on ne prend en compte que les icônes. Grand pas, une réussite, ici une réussite potentielle, une réussite potentielle. Je regarde ma fiche de personnage, malheureusement Aragorn n'a plus de jeton inspiration, donc il ne peut pas transformer ses réussites potentielles en réussites. Il va donc réussir à annuler une blessure, mais pas la deuxième. Comment on fait pour représenter ça? Eh bien justement, on va utiliser les cartes peur. Donc on tire la première carte peur du paquet, donc avec ce dos-ci, je vous rappelle, et on regarde. Donc c'est une carte lassitude. On retourne face cachée cette carte. Alors c'est important pour plus tard, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, mais en gros votre dégât, vous le placez à côté de vous, et là vous avez subi un dégât. Voilà. Votre dégât est subi, l'attaque a été faite pour l'ennemi, on confirme, voilà. Et là, vous voyez, l'icône du bandit, elle s'est assombrie, ça veut dire que le bandit ne peut plus rien faire. Donc admettons, si Aragorn veut attaquer une seconde fois les bandits, donc il va faire un nouveau test, forcément. Je vous le dis tout de suite, quand vous avez fait une contre-attaque des ennemis et que vous utilisez vos cartes de compétences, pareil, ces cartes de compétences sont défaussées. Alors je reviens du coup, si Aragorn veut faire une deuxième attaque et attaquer le bandit restant, et que, admettons, il ne parvient pas à faire tomber ses points de vie à 0, et bien là, les bandits, étant donné qu'ils sont grisés, et bien ils ne vont pas pouvoir contre-attaquer. Donc c'est très important d'avoir cette notion-ci en tête. Voilà comment fonctionne une attaque. Alors, la seule chose à savoir maintenant au niveau des dégâts, je vous le dis, quand vous prenez des dégâts, bon, là, dans l'exemple, je vous ai montré la carte pour vous voyez à quoi elle ressemble. Quand vous prenez des dégâts, vous les prenez toujours face cachée. Par contre, parfois, l'application, elle va vous dire, vous prenez vos dégâts face visible, donc c'est-à-dire face recto. C'est-à-dire que vous allez devoir subir votre dégât et appliquer l'effet qui se trouve dans l'encart de texte de la carte. Alors certains dégâts font très mal. Par exemple, vous avez des dégâts qui vous disent, quand ils sont face visible en tout cas, piochez une nouvelle carte dégâts et retournez cette carte face verso. Donc c'est-à-dire vous prenez votre carte, vous la retournez face verso, hop, et vous en piochez une nouvelle. Les dégâts, attention c'est important, vous ne pouvez en subir qu'un certain nombre. Par exemple, Aragorn, donc je vous montre la fiche de personnage à nouveau, il peut prendre 5 dégâts maximum, 5 peurs au maximum. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert exactement. Alors, les dégâts et les peurs, on en vient tout de suite à ce petit encart du coup des règles. Chaque héros va avoir une valeur de peur ou de dégâts qu'il va pouvoir encaisser au maximum. Par exemple, Aragorn, il peut subir au maximum 5 peurs et ou 5 dégâts. Quand vous prenez des cartes peur ou dégâts, vous les prenez une par une, on les révèle à chaque fois, on lit le texte, donc soit vous avez du bol et vous remettez directement la carte face cachée devant vous, pour symboliser que vous avez pris un dégât, soit vous en retirez de nouvelles, ou même vous pouvez supprimer des cartes peur que vous avez sur vous, etc., etc. Ça, tout dépend des cartes. Si à un quelconque moment, votre héros doit subir autant de dégâts ou plus que sa caractéristique, il va être un peu dans la merde. Par exemple, Aragorn, s'il subit un 5e dégât ou un 6e, etc., etc., il va devoir effectuer ce qu'on appelle un baroud d'honneur. En gros, comment ça fonctionne le baroud d'honneur? Pour faire un baroud d'honneur, vous allez devoir appuyer sur le bouton compagnie de l'application. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble le bouton compagnie. C'est celui-là, ici, en bas à droite. On appuie dessus. L'application va vous demander qui fait son baroud d'honneur, donc admettons Aragorn. Effectuer un baroud d'honneur avec Aragorn. On confirme. Est-ce un baroud d'honneur de dégâts ou de peur? Donc admettons, on va dire que c'est un baroud de dégâts. Voilà, un baroud d'honneur de dégâts, pardon. Même à présent, il vous reste une dernière parcelle d'énergie. Effectuez un test, du coup, donc là, un test d'agilité,
avec le petit 1 à côté. En gros, on va devoir faire un test d'agilité, difficulté 1, sous-entendu, on va devoir avoir au moins une réussite pour réussir le baroud d'honneur. Alors on sait que la valeur d'agilité d'Aragorn est de 2, c'est marqué sur sa carte de caractéristiques, donc on va piocher les 2 premières cartes de notre paquet. Bien évidemment, pendant un baroud d'honneur, vous pouvez utiliser vos jetons inspiration, c'est pas interdit. Alors on regarde, donc voilà, pas de bol, on a eu donc du coup vagabond et agilité accrue. Comme d'habitude, on ne prend pas en compte le texte, on prend en compte que les icônes, donc là, ce sont 2 réussites potentielles, mais malheureusement, l'inspiration, Aragorn, il en a plus. Donc techniquement, le test est loupé. Bon, on va partir du principe qu'il avait quand même au moins un jeton inspiration pour dire de réussir le test. C'est vraiment pour l'exemple. Alors, on va dire qu'il a réussi. On défausse toutes les peurs face cachée, on gagne une inspiration et on continue l'aventure. Voilà, en gros. Donc vous jetez toutes vos cartes peur, vous gagnez une inspiration. Voilà, l'aventure continue. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand on n'a pas réussi un baroud d'honneur, on fait ça. Admettons Legolas, on va dire que c'est un baroud de peur. Il doit faire un test d'ingéniosité difficulté 1, alors admettons il l'a raté. Voilà, vous avez succombé. Retirez votre figurine du plateau. Au début de la prochaine phase ombre, vous échouerez pour cette aventure. Voilà ce qui se passe pendant un baroud d'honneur. Bien évidemment, ça pue la merde en général quand vous ratez votre baroud d'honneur, donc il vaut mieux être sûr de ne pas avoir à faire de baroud d'honneur. Voilà, la notion de dégâts et de peur est très importante dans ce jeu. Vous devez éviter au maximum de vous prendre des dégâts et des peurs pour éviter de perdre le scénario, parce que je le rappelle, le but c'est quand même de gagner. Voilà, donc ça c'était la notion de peur et de dégâts. Maintenant on va passer directement à la phase d'ombre. Alors la phase d'ombre maintenant, donc celle qui arrive une fois que votre phase d'action est terminée. En gros, donc on va se mettre en situation, admettons, Aragorn et Legolas ont effectué leurs 2 actions, ils doivent mettre fin à leur tour. Donc comment on symbolise ça ? C'est facile, sur l'application, vous avez un petit sablier en bas à droite, on va appuyer dessus, et du coup on va terminer la phase d'action. On confirme, voilà, phase d'ombre. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe, la menace augmente de 5. Alors, c'est justement là qu'on va pouvoir en venir à un point très important du jeu, la menace. La menace, en gros, elle va représenter la force des ténèbres. Et cette menace, il ne faut surtout pas qu'elle arrive à un certain stade. Par exemple, en haut ici, vous avez un petit onglet où il y a marqué 15. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à 15, les événements vont s'accélérer. Il va se passer un événement particulier, donc en général, un événement assez dégueulasse pour vous, donc les héros ils vont parfois devoir faire des tests, parfois ils vont se prendre des peurs ou des dégâts, c'est selon le scénario. Donc il vaut mieux avancer le plus vite possible sans se prendre justement ces fameuses menaces sur le coin de la gueule. Donc là la menace va augmenter de 5, on continue, et on voit bien, hop, ça a monté ici. S'il y a des ennemis qui doivent, admettons, attaquer, les ennemis ils vont attaquer directement via l'application, et l'application elle va vous le dire en fait. Admettons, tel groupe d'ennemis va devoir se déplacer de autant de cases vers tel héros et l'attaquer, bien évidemment, pour que ces ennemis attaquent, il faut qu'ils n'aient pas été engagé, donc c'est-à-dire qu'il n'ait pas fait de contre-attaque par exemple, ou qu'il n'ait pas effectué d'action pendant le tour adverse. Ça peut arriver. Ça c'est la phase d'ombre, c'est très rapide. Donc l'étape d'activation des ennemis, donc ils vont attaquer directement. Vous pouvez avoir une étape de ténèbres, c'est-à-dire qu'en gros les ténèbres vont s'épaissir sur la carte et vous allez devoir faire des tests. Pour éviter d'avoir trop peur, en gros, concrètement. Pour faire ça simplement et ouais, voilà, il n'y a pas besoin de dire grand chose de plus. L'étape de menace, ensuite, la menace augmente, comme vous l'avez vu, via cette petite jauge en haut. Alors, à noter que, bien évidemment, si la menace atteint le niveau maximal, donc ici, par exemple, 64, le scénario est perdu. Donc attention
à ne pas prendre trop de temps pour finir un scénario, parce que sinon c'est la défaite assurée. Une fois qu'on a fait donc l'étape d'activation des ennemis, l'étape des ténèbres et l'étape de menace, eh bien la phase d'ombre se termine et on passe à la dernière phase du coup d'un tour, c'est la phase de ralliement. Alors je vous la montre tout de suite. La phase de ralliement, en gros, l'application va vous dire chaque héros réinitialise son paquet et fait ensuite une reconnaissance 2. Alors, comment ça fonctionne une reconnaissance 2 et surtout, qu'est-ce que ça veut dire une réinitialisation du paquet? C'est facile. La réinitialisation du paquet, en fait, vous allez prendre votre défausse, vous allez prendre votre pioche, vous remélangez. Alors, on va remélanger vite. Et vous faites, du coup, votre nouveau paquet. Là, voilà, vous avez fait votre étape de réinitialisation. Maintenant, on va parler de la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, comment ça se passe? C'est facile. Là, on va devoir faire une reconnaissance 2. Reconnaissance 2, donc c'est-à-dire qu'on va piocher des cartes et on va en piocher par rapport au nombre de la reconnaissance. Donc, reconnaissance 2, je pioche 2 cartes. C'est logique, mais on le précise. Vous avez le choix entre grand pas ou agilité accrue. Alors là, justement, les cartes, elles vont être préparées, c'est-à-dire qu'elles vont vous servir de compétences. Donc là, maintenant, tout ça, c'est important quand vous faites votre reconnaissance. Donc vous avez le choix. Soit vous avez des buffs au niveau des attaques et une protection, par exemple pour grand pas, soit vous avez la possibilité d'avoir justement un bonus quand vous faites un test d'agilité. Bon alors admettons, l'agilité elle est que de 2 pour Aragorn, on va se dire, allez, je vais préparer cette compétence-ci, elle me servira sûrement pour plus tard. Il y a une chose importante à savoir dans le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, les compétences préparées que vous placez ici, vous ne pouvez en avoir que 4 au maximum. Si vous voulez mettre une 5e compétence préparée, eh bien vous allez devoir en retirer une. C'est malheureusement les aléas de la vie vis-à-vis du Seigneur des Anneaux, 4 compétences au max. Alors attention, ces compétences préparées sont totalement différentes de vos équipements. Là, admettons, vous avez 3 équipements, 2 compétences, c'est pas un problème, c'est vraiment les compétences que vous devez avoir au maximum par 4. Une fois qu'on a choisi quelles compétences on prépare, eh bien la dernière carte que l'on a, on a le choix. Soit on la met sur le dessus du paquet, soit on la met en dessous. Donc là, on sait que grand pas, ça nous donne une réussite pour un test. Tant qu'à faire, on va la placer au-dessus, comme ça on sait que pour notre prochain test, on va avoir une réussite. Une fois que la phase de reconnaissance est faite, eh bien on appuie sur continuer sur la tablette, et là on entame un nouveau tour de jeu. Voilà, là en gros, on a fait un tour de jeu sur le Seigneur des Anneaux. Donc, on récapitule, 3 phases. La phase d'action, là où les héros vont pouvoir effectuer donc leur activation, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir soit voyager, soit attaquer, soit interagir avec les différents pions du plateau. Ils vont pouvoir faire 2 actions pendant leur phase d'action, donc ça peut être 2 fois la même action, ou alors 2 actions différentes. Une fois que les héros ont fait leurs actions, on passe à la phase d'ombre, donc les ennemis vont attaquer s'ils le peuvent. On fait une phase de ténèbres s'il doit y avoir une phase de ténèbres. On fait la phase de menace où là, en général, on a des petits tests désagréables à faire et la menace augmente, symbolisant donc du coup que le mal progresse. Et une fois que ça c'est fait, on fait notre phase de ralliement où on remélange notre défausse et notre pioche de cartes compétences. Et on fait notre reconnaissance, donc c'est-à-dire qu'on pioche autant de cartes que la reconnaissance nous le spécifie. On peut du coup préparer une nouvelle compétence sur les cartes qu'on a piochées. Si on fait donc du coup cette préparation, on doit bien vérifier qu'on n'a pas plus de 4 cartes compétences. Donc du coup si on en a une 5e, on doit en retirer une. Les cartes du coup que l'on n'utilise pas pour faire la préparation, on peut les remettre soit au-dessus du paquet, soit en dessous. Et on alterne ça jusqu'à ce que l'aventure soit terminée. Alors, une fois que le scénario est terminé, vous allez avoir une autre phase à faire. C'est la phase d'entre-deux scénarios, entre guillemets. Alors, je vais vous expliquer ça assez rapidement. Donc, on va prendre le repère des voleurs. C'est le deuxième scénario. Hop. Donc là, vous avez toujours le texte explicatif pour le scénario numéro 2. On confirme. On va arriver à notre fameux feu de camp. Et là, on a des petites choses qui apparaissent. Déjà,
on va avoir un nombre d'expériences. Alors, je vais juste faire un test. Ouais, c'est guère mieux. Alors, en gros, vous avez... Alors, je suis désolé, hein, la qualité va pas être top, mais bon, vous avez l'habitude. En gros, on voit que Aragorn et Legolas, ils ont eu un certain nombre de points d'expérience, ici 4 chacun. Vous avez également acquéri des connaissances pendant ce scénario, donc ici 7. Ici, vous allez avoir les options, hein, du coup, je vous fais un petit tour du propriétaire. Ici, la carte du monde pour voir où vous trouvez. Alors, en gros, vos points d'expérience, à quoi ils vont vous servir? Eh bien, tout simplement à venir gagner des nouvelles compétences de rôle. Par exemple, pour Aragorn, qui est capitaine, eh bien, il va pouvoir obtenir une nouvelle compétence. Donc, par exemple, mot de triomphe, don merveilleux ou front commun. Ces 3 compétences, elles coûtent 3 XP. Donc, bah là, admettons, si Aragorn, il veut prendre, admettons, la carte mot de triomphe, ça va lui coûter 3 XP. Il met juste mot de triomphe, hop, son décompte d'XP baisse. Il prend la carte mot de triomphe, qu'il va chercher directement dans le paquet. Donc admettons, bah ici c'est celle-là, un mot de triomphe, et il l'ajoute à son paquet de cartes compétences. Legolas peut faire exactement la même chose, ou garder pour plus tard, puisque les autres cartes compétences, du coup, vous coûtent des points d'XP qui sont un peu plus hauts. Et bien évidemment, plus les cartes coûtent d'XP, plus elles sont balèzes au niveau des compétences ou au niveau du nombre de touches réussies. Une fois que vous avez fait ça, alors par exemple, oui, vous avez aussi l'icône objet, puisque chaque héros a ses objets du coup disponibles, donc tenue de voyage, épée, étendard, etc. Et vous avez également des objets que vous pouvez avoir, mais pour votre compagnie. Par exemple, ici le livre, il est disponible puisque vous l'avez gagné en cours d'aventure, et ce livre, eh bien, il peut être utilisé soit par Aragorn, soit par Legolas, et ça en gros, bah, vous choisissez en le donnant directement au héros concerné pour du coup ce scénario. Une fois que vous avez du coup fait cette petite étape, vous faites continuer, et là vous allez pouvoir entamer le deuxième scénario. Voilà, donc là j'ai fait le tour de toutes les règles du jeu, il n'y a rien de plus. Après tout n'est que détail, et il faut voir ça du coup dans le guide de référence pour les différents termes du jeu, les différentes petites subtilités restantes. Il faut savoir que quand vous débutez un scénario, vous pouvez très bien changer de rôle en cours de route. Par exemple, entre chaque scénario, Aragorn, vous pouvez très bien dire « Bon allez, je vais faire en sorte qu'il soit musicien cette fois-ci ». Vous en avez la possibilité, c'est à votre convenance. Voilà, au niveau des règles, je pense que je vais vous filmer un tour de jeu, donc je vais faire ça de façon assez rapide, pour vous expliquer exactement quelle gueule ça a. Ouais, bon, on va passer à ça directement, du coup. Alors, je vais vous montrer comment se déroule un tour du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu. Donc, on va faire la mise en place du plateau, voir exactement donc, comment tout ça s'imbrique, de toute façon. Alors, le plateau va être filmé de très loin. Comme d'habitude, de toute façon, comme pour les règles en tout cas, je vous ferai une incrustation d'images pour que vous voyez bien les cartes à quoi elles ressemblent. J'essaierai quand même de faire un zoom sur le plateau pour que vous puissiez quand même voir tout ce qui s'y passe au niveau des déplacements surtout. Donc là, on y va. Donc, on prend notre application et on y va, en route. Alors, coucou. Ça charge. Les temps de chargement sont plutôt rapides, rassurez-vous. Alors, la bande de voleurs se cache maintenant quelque part au milieu de ce labyrinthe de bosquets sombres et de ravins escarpés. Un ensemble de pistes datant de 2 jours vous donne la direction à suivre, mais vous ne pouvez que deviner l'emplacement du repère des voleurs. Donc on y va, on continue. Alors, placez la tuile 302A comme indiqué. Alors, pour vous donner une petite idée, partout où vous avez du brouillard, c'est là où vous allez devoir placer des tuiles. Donc, si vous êtes malin, vous allez devoir placer la 302A par là, puisque ça va partir par là après. Voilà, c'est une petite indication que je vous donne. Alors, 302A, donc là, il faut chercher parmi le gros paquet de tuiles. C'est le plus chiant du jeu, de toute façon.
placer les tuiles et surtout les retrouver. Dans l'idéal, moi je vous conseillerais de ne pas faire comme moi et de les trier par numéro. Ça vous évitera d'avoir ce genre de déconvenu. Alors 302A. Donc 302A, comme on le voit, elle est placée ainsi, donc elle sera comme ça, donc on la place là. Voilà, on continue. Si vous ne parvenez pas à localiser et à pénétrer dans la cachette avant la tombée de la nuit, la piste pourrait être entièrement perdue. Placez les héros comme indiqué, donc juste ici, donc en dessous de l'icône du coup d'exploration. Chaque héros fait une reconnaissance 2. Alors déjà, on place nos personnages sur la case correspondante et on fait une reconnaissance 2 pour chaque héros. Donc Aragorn, il pioche ses 2 cartes. Donc il a 2 fois mené la charge. Alors mener la charge, en gros, donc tactique. Après avoir attaqué, vous pouvez défausser cette compétence pour gagner une inspiration et pour qu'un héros à proximité attaque. Ensuite, elle a coup 2, c'est-à-dire que quand vous attaquez, vous défaussez la carte pour ajouter 2 touches. Alors, on l'a eu 2 fois, c'est quand même assez chanceux. Donc ce qu'on fait, on va préparer l'une des 2, et la deuxième, on va la laisser sur le dessus, étant donné qu'il y a une touche en haut à gauche de la carte, ce qui veut dire que pour un test, ça nous fera une réussite. Legolas fait la même chose. Legolas, il a infatigable, donc à la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour effectuer une action que vous n'avez pas déjà effectuée à ce tour. Et ensuite, volonté inflexible, quand vous effectuez un test d'esprit, vous pouvez défausser cette carte pour ajouter une réussite. Bon, là c'est un peu kiff-kiff. On va prendre infatigable pour Legolas, c'est quand même un poil mieux, je trouve. Et ici, volonté inflexible, elle a par contre cette icône, du coup, de réussite potentielle. Donc on va mettre la carte sur le dessous, ou dessous le paquet, ou sous le paquet, enfin comme vous voulez. En tout cas, c'est pas celle qu'on piochera en premier. Donc, c'est fait, on continue. Invisible sous la terre, une ancienne rune étend son influence sombre. Placez un pion menace comme indiqué. Donc on place le pion menace ici, sur cette case. On continue. Un vieil arbre se dresse bien au-dessus du reste de la végétation, une puissance ancienne nourrissant ses racines tordues. Placez un pion recherche comme indiqué. Le pion recherche là où se trouvent nos héros. On continue. Placez la tuile 100A comme indiqué. Alors, 100A. Ça tombe bien, elle était là. Hop, on la place comme ceci. Continuez. Au loin, un groupe d'individus malhonnêtes ferme les portes d'un tombeau en pierre. Seraient-ce vos proies, les voleurs que vous recherchez? Placez un pion individu comme indiqué. Alors le pion individu, vous mettez celui que vous voulez, vous êtes seul juge, vous n'êtes pas obligé de reprendre celui qui se trouve sur l'application. Voilà. Placez la tuile 203B, comme indiqué. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. 203B. Là. C'est ça, oui, c'est ça. Elle est placée. Placez la tuile 208A. Comme indiqué. Alors, 208. Te voici. Et la 208, elle vient comme ça. Un peu des Legos là. Alors, oula. Qu'est-ce qui... Allez, voilà, c'est mieux. 208A, continuez. On place les pions exploration sur ces tuiles. Donc bien évidemment, les plus malins d'entre vous se rendront compte que là où il y a des pions inspiration, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pions recherche ou menace. Ça paraît logique. On continue. Voilà, vous vous arrêtez pour serrer vos bottes et répartir le poids de vos équipements. Vous reprenez votre souffle avant de continuer. Chaque héros effectue un test d'agilité difficulté 1. Chaque héros qui réussit gagne une inspiration. Ah ben c'est bien, on fait un test tout de suite. Alors... Du coup, c'est un test d'agilité... d'esprit, pardon. Oula, un test d'esprit, difficulté 1. Alors, Aragorn. Juste ici, sa fiche de héros.
Donc sa capacité esprit, elle est de 2, ça veut dire qu'il va piocher 2 cartes. On y va. Donc, oh surprise, on a mené la charge et agilité accrue. Donc ce sont 2 cartes qui vont avoir donc une réussite pour mener la charge et une réussite potentielle pour agilité accrue. La difficulté de test est de 1, mener la charge nous donne une réussite, donc le test est réussi. On prend une inspiration et on va venir la placer sur la fiche d'Aragorn. Je rappelle, Aragorn, il a une capacité maximale de jetons inspiration de 4. Les 2 cartes compétences qu'on a utilisées pour ce test ne nous servent plus, elles sont donc défaussées. On va faire une petite défausse ici. Legolas va faire exactement le même test, donc lui, sa fiche de personnage, sa valeur d'esprit, elle est elle aussi de 2. Donc on pioche les 2 premières cartes. Et donc là, nous avons vivacité d'esprit et pied léger. Pied léger donc nous donne une réussite et vivacité d'esprit également, enfin une réussite potentielle en tout cas. On a bien une réussite sur pied léger, ça veut dire que le test est également réussi pour Legolas. Il gagne un pion d'inspiration que l'on place sur sa carte. Donc lui par contre sa valeur maximale est de 5. Le test est réussi. Ces cartes compétences vont également être défaussées. Et on crée sa défausse ici. On continue. Voilà, objectif mise à jour, affronter les voleurs. Et on passe à la phase d'action donc. Donc là, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir interagir avec ce pion menace, interagir avec ce pion individu ou interagir avec ce pion recherche. On va faire jouer Aragorn d'abord, donc on va le faire voyager de 2 cases maximum, on va dire qu'on va aller ici, et on va interagir avec le pion individu. Ce qu'on fait, donc on appuie. Vous notez que leurs costumes imitent ceux des gens de la terre de Bré, mais leurs accents sont variés. Ce ne sont pas simplement des crapules locales. Vous vous arrêtez et réfléchissez à la meilleure approche. Là vous avez le choix. Soit bien le bonjour les amis, soit se faufiler espionner, soit écartez-vous de ce tombeau, ou alors on annule et on essaye de voir ce qu'on peut faire d'autre. Admettons, on va dire se faufiler espionner. En vous glissant derrière un arbre, vous essayez de vous approcher suffisamment pour entendre la conversation du groupe. Effectuez un test, du coup là c'est un test d'agilité. Donc là on n'a pas de valeur de difficulté, par contre on va devoir mettre une valeur à notre test, donc le nombre de réussites, et ça va nous donner un résultat plus ou moins positif. Donc Aragorn, sa valeur d'agilité elle est de 2, on pioche 2 cartes, et là nous avons donc volonté inflexible et sagesse des anciens. Ce sont 2 cartes qui ont une réussite potentielle chacune. On a un jeton inspiration, on va le dépenser tout de suite. Ça nous fait une réussite, donc les cartes, on les remet là. On met plus, ce qui nous fait une valeur de 1 donc sur le test, on confirme. Les bandits sont sur la défensive, mais vous les entendez discuter du projet de piller 3 autres ruines de la région avant de retourner dans leur repère. Soudain, un corbeau croasse et un bandit chuchotent. « Silence, nous avons des invités !» Vous entendez des lames sortir de leur fourreau et des pas se rapprocher. Devenez caché, ensuite défaussez ce pion individu. Donc devenez caché, c'est simple. On prend la carte état caché qui est ici. Donc en gros caché. Si vous êtes attaqué, avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défaussez cet avantage. Quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour ajouter une réussite. On la met ici. Alors, un état ne compte pas comme étant une compétence, donc on peut le garder, même si on a déjà 4 compétences. On défausse le pion individu, comme on nous l'a dit, du coup, via l'application. On continue, et là, vos ennemis ne montrent aucun signe de pitié et ne semblent pas en attendre de votre part. Le regard malveillant, ils lèvent leurs armes, prêts à défendre ce qu'ils ont volé. Placez 2 bandits comme indiqué. Donc là, on avait le pion individu. Donc on prend les bandits, c'est ceux-là, oui, et on les place là où se trouve Aragorn, pour le coup. Voilà. Ils apparaissent bien ici via leur icône. On continue. Objectif mise à jour, vaincre les bandits. Bien. Donc là, on a fait, du coup, la phase pour Aragorn. Il s'est déplacé et il a interagi. Il a fait ses 2 actions. Donc maintenant, on va passer à Legolas.
Alors, Legolas, lui, c'est simple, tant qu'à faire, on doit battre les voleurs. Donc, il voyage, il se déplace d'une case, et il va effectuer une attaque. Comment est-ce que je peux effectuer une attaque, étant donné que je suis à une case de distance? Eh bien, tout simplement parce que Legolas en a la capacité, étant donné qu'il a un grand arc. Donc, grand arc, la carte, si on regarde bien, on voit qu'en haut à droite, elle a une icône, donc qui représente en gros une sorte de missile, si on peut dire. Concrètement, c'est à ça que ça ressemble. Eh bien, ça symbolise tout simplement que Legolas, il peut effectuer une attaque à distance avec cette arme, c'est-à-dire dans une case adjacente à celle où se trouvent les ennemis. Donc, il peut très bien dire d'attaquer les bandits avec du coup son grand arc. Sa caractéristique pour utiliser le grand arc, c'est l'agilité. Donc le petit symbole vert sur sa carte de personnage, et il a une agilité de 4. Donc il va piocher les 4 premières cartes compétences de son paquet. C'est ce qu'il va faire. Et il nous pioche... Waouh, magnifique. Alors, immortalité. Sagesse des anciens, agilité accrue, vue perçante. Bon, déjà, immortalité, il n'y a pas d'icône, donc on peut la mettre dans la défausse. Ensuite, 3 réussites potentielles, donc il a un jeton d'inspiration, il va l'utiliser, voilà, et du coup il va avoir une touche. Enfin, une réussite, pardon. Les 3 cartes restantes, on les met dans la défausse. Alors, son arc, c'est facile, si on a fait une réussite, on a 2 touches. Eh bien, on va les mettre tout de suite. Donc, on sélectionne les bandits. Oula, pardon. On sélectionne les bandits. On met au point. Hop. Il n'y a pas d'effet, donc on met juste nos 2 touches. On applique. Hop. Voilà. L'ennemi peut-il attaquer? Alors, l'ennemi peut-il attaquer? Ça sous-entend, est-ce qu'il peut attaquer le personnage qui l'a attaqué? Donc là, Legolas. Eh bien non, l'ennemi ne peut pas l'attaquer. Donc on sélectionne non, et là l'ennemi pourra toujours faire son action pendant la phase d'ombre. Legolas a fait ses 2 actions, Aragorn également, on met fin au tour, on termine la phase d'action. Phase d'ombre. Alors du coup, les bandits, qui sont ici en rouge, vont devoir faire leur action. Déplacement 2, attaquer Aragorn ou le héros le plus proche. Attaquer aucune cible. Les bandits sont là, Aragorn est ici, ils n'ont pas besoin de se déplacer, donc ils vont attaquer. Ils attaquent. Un assaillant vous attaque d'un coup de son épée terrifiante. Donc là, Aragorn va devoir faire un test de force, et il va devoir annuler 3 dégâts et une peur. Aragorn du coup a 3 en force, il pioche les 3 premières cartes de son paquet, et il a ceci. Thorongil, je crois que ça se prononce ainsi, Grand Pas et Don des Hommes. Thorongil, c'est une carte qui n'a aucune icône, donc il peut directement la mettre dans sa défausse, ça ne lui servira pas. Ensuite, Grand Pas et Don des Hommes, il y a 2 icônes d'inspiration et une réussite. On ne va compter que la réussite via Grand Pas, étant donné que le Don des Hommes, ça donne effectivement 2 réussites potentielles, mais Aragorn n'a pas de jeton d'inspiration, donc il a une réussite. Donc là, il va devoir choisir d'annuler soit un dégât, soit une peur. Donc on va dire qu'il va annuler une peur, et donc il va devoir prendre les 3 premières cartes dégâts du paquet dégâts. Donc c'est ce qu'il fait. Il pioche lassitude qui nous dit retourner face cachée cette carte. Donc du coup, il met son dégât devant lui, face cachée. 3e carte. Il a de la chance, lassitude également. Le 3e dégât, là c'est pas la même, c'est Furoncle putride. Chaque héros à proximité retourne face visible une peur. Alors à proximité, c'est-à-dire adjacent ou sur la même case. Legolas n'a pas de peur encore, donc il n'a pas besoin d'en retourner. Ensuite, retourner face cachée cette carte. Donc on la met face cachée, voilà. Aragorn a pris ses 3 dégâts. On confirme, l'attaque est faite. L'espoir perdure, bien que l'ombre s'épaississe, la menace augmente de 7. Donc ici. Phase de ralliement. Chaque héros réinitialise son paquet, fait ensuite une reconnaissance 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On prend notre défausse.
notre pioche pour Aragorn. Si j'arrive à prendre les cartes, voilà, on mélange. On fait notre reconnaissance 2. Donc bah là, par exemple, on a du coup 2 cartes qui sont Sagesse des Anciens ou Agilité accrue. Donc bah, admettons, on va dire que il va prendre Agilité accrue, du coup Aragorn. Donc là, il a bien 3 compétences sur 4 maximum devant lui. Sagesse des Anciens, il décide de mettre la carte sous son paquet. Et Legolas, il va faire la même chose. Il va du coup prendre sa pioche et sa défausse. Il mélange. Il fait sa reconnaissance 2, donc il pioche 2 cartes. Il regarde les cartes qu'il a eu, donc une faiblesse ou coup précis, donc il peut très bien décider de mettre coup précis avec ses cartes compétences, ce qu'il fait. La faiblesse, il n'en veut pas, ça n'intéresse pas, il la met en dessous du deck. Voilà. On fait continuer, et voilà, phase d'action, on est parti pour un nouveau tour. Voilà, donc là vous avez vu un tour de jeu sur le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Donc très facile à jouer, très facile à prendre en main. Et au niveau des règles, il n'y a pas grand chose à comprendre. Après, ce sera uniquement des petits points de règles pour tout ce qui concerne les termes du jeu ou les différents tests, etc. Voilà, là on a vu les règles, la mise en place, etc. Et après, il ne nous restera plus qu'à essayer de faire une partie complète pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble à chaque fois. Mais là, vous pouvez dès à présent jouer au Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Et voilà. Putain, c'est chiant ce truc. Voilà qui conclut donc cette vidéo sur le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Alors comme vous l'avez vu, c'est quand même relativement similaire à Star Wars Assaut sur l'Empire. On est quand même sur un gameplay qui est plus ou moins identique, on se déplace, on fait des actions, le mal joue, etc., etc. Donc on n'est pas vraiment paumé si on est passé par Star Wars avant. Que dire par rapport à ce jeu au niveau des points forts? Bon, déjà le matériel, comme je l'avais dit durant la présentation de ce même matériel, c'est quand même très qualitatif. Les figurines sont très belles, très bien sculptées. Les cartes sont vraiment superbes, les illustrations, franchement, il n'y a pas photo, c'est très très beau. Le seul petit bémol vis-à-vis du matériel, c'est quand même les tuiles combat, donc les grandes tuiles carrées du coup, qui gondolent légèrement au fur et à mesure que le temps passe. Bon, ça malheureusement on peut pas y faire grand chose, c'est le seul petit bémol du coup du matériel. Après sinon, il n'y a rien à dire de plus, tout est vraiment excellent. Niveau gameplay, si on doit faire du coup un parallèle avec Assaut sur l'Empire, ce qui est beaucoup mieux, c'est quand même le système de test vis-à-vis des cartes. Je trouve ça excellent de devoir choisir entre utiliser une carte en tant que compétence qui va durer donc du coup pendant tout le scénar, ou en tout cas une grosse partie, ou utiliser une carte compétence en tant que réussite ou réussite potentielle pour un test. Ça c'est vraiment cool. Ça change du lancer de dés habituel qui est là pour nous signifier le hasard des choses et de la vie. Là on doit vraiment faire gaffe à comment utiliser nos cartes. Une compétence qui peut être vraiment cool en tant que compétence peut également nous apporter des touches, enfin en tout cas des réussites pour nos tests, et du coup il faut choisir ce qu'on va garder. Est-ce qu'on va utiliser une carte pour sa compétence, ou est-ce qu'on va la garder pour ses réussites ou réussites potentielles? Et ça c'est vraiment cool, chose qu'on n'a pas dans Star Wars, étant donné que Star Wars on se contente de lancer des dés en fonction des cartes qu'on a accumulées. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Après, voilà, comme je l'ai dit, ce sont deux jeux qui sont quand même relativement différents, étant donné que Star Wars, le jeu de base, vous n'utilisez pas d'application. Le Seigneur des Anneaux, en revanche, c'est vraiment full application, il n'y a que ça. Et c'est là qu'on en arrive au point faible, je dirais, du jeu. C'est justement le fait que, contrairement à Star Wars, il n'y a pas de joueur qui incarne le joueur du mal. On va jouer uniquement avec l'application, et du coup c'est du coopératif pur. On va vraiment jouer les uns avec les autres, en communauté, pour du coup essayer de bouter les forces du mal hors des terres du milieu. Et c'est dommage je trouve, parce que comparé à Star Wars, où là on peut vraiment, mais vraiment jouer les méchants et faire chier le monde, et ben là on se contente de jouer en groupe du coup. Et c'est là qu'arrive l'autre petit point faible du jeu, c'est comme tout
les jeux du coup coopératifs, on va forcément avoir à un moment donné un joueur qui va prendre le leadership et du coup s'improviser meneur de groupe et voilà, faire en sorte que tous les joueurs le suivent. Bon, évidemment, après, c'est à l'appréciation de chacun, hein. Tout le monde peut très bien dire bah non, moi je veux faire comme ça, et puis un autre joueur dira non, 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 comme ça sera beaucoup mieux, voilà. C'est à vous de voir, forcément, c'est un jeu coopératif. Mais en général, c'est ce qui ressort quand même du jeu. Et surtout, très très gros problème pour moi avec ce jeu, c'est l'application en elle-même. Elle est super bien faite, hein, là n'est pas le problème. Le seul souci, c'est justement l'application en fait. Faire une application pour juste dire j'appuie là, ça ouvre une fenêtre de dialogue, je lis la fenêtre de dialogue, j'appuie là, je lance un test, je tire mes cartes, et puis je rentre mes petites valeurs dans le truc, hop, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre de texte que je lis. C'est chiant. Alors effectivement c'est bien puisque l'application elle va nous permettre de créer la carte au fur et à mesure, contrairement à Star Wars Assaut sur l'Empire où là la map elle est déjà posée sur la table et on se dit bon bah plus ou moins on va devoir aller par là et l'objectif il est là-bas. Et effectivement ça ajoute quand même un peu plus de réalisme entre guillemets à la découverte du terrain. Mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interaction avec l'application, on se contente juste de lire. Et puis, voilà, on lit, on appuie là, ça ouvre une boîte, et bon... C'est le seul problème que j'ai avec l'application, c'est ça. Après, un tout petit détail, c'est vraiment un détail ridicule, mais qualitativement, je trouve que ça le fait pas du tout. Vous avez la possibilité, dans l'application, de faire les différents réglages, hein, que ce soit au niveau du volume de la musique, des voix, etc. Vous avez la possibilité d'avoir... quelqu'un qui vous lit le texte, donc une voix off. Cette voix off, elle est vraiment cool, hein, ça vous donne vraiment l'impression d'y être, les textes sont lus, c'est vraiment cool. La voix off est anglaise. La voix off est anglaise, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour faire un truc pareil? Il faut vraiment être con. Avec tous les super comédiens de doublage qu'on a en France, on n'a pas été foutu de se dire tiens, on va mettre une voix française plutôt qu'une voix anglaise dans le jeu. Alors vous me direz, bon, une voix anglaise, pas de problème, parce que bon, en général, l'anglais c'est quand même une très belle langue, hein, faut pas se le cacher, et en général on préférera toujours regarder ou écouter un truc en VO, parce que voilà, ça a de la gueule et c'est super bien joué. Mais là quand même, faut arrêter le délire, je veux dire, on aurait pris, je sais pas moi, Benoît Alman pour lire un texte, mais ça aurait eu tellement de gueule. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le problème exactement avec la voix off? C'est tout simple, vous m'excuserez, mais n'importe quel humain normalement constitué, quand il lit un texte français et qu'il entend une voix anglaise, il va y avoir un problème. À un moment ou à un autre, le texte français, il va pas réussir à le lire et il va se concentrer sur la voix anglaise. Ou alors ça va être l'inverse, il va réussir à lire tout le texte et il va se dire là il me fait chier l'autre con là à baragouiner dans sa langue que je comprends pas. Ça coupe totalement l'interaction justement et le sentiment de se dire je suis dedans. Là non, ça va pas du tout. Il y a un décalage complet entre l'application et justement le texte. Et je trouve ça complètement débile de s'être dit allez, on va mettre une voix off, super, ça le fait, mais on la laisse en anglais. C'est con. Alors, bien évidemment, vous allez me dire que je chipote, hein. Je connais Internet, hein, je sais comment ça fonctionne, mais bon, je trouve ça quand même un peu débile, quoi. Se dire, on va mettre des textes français avec une voix anglaise, pour moi, c'est un détail qui passe pas et c'est vraiment dommage. Après, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet, hein. C'est juste un détail, de toute façon, la voix du narrateur, vous pouvez la couper, il n'y a pas de souci. J'espère juste que d'ici quelques temps, ils vont quand même se dire, bon allez, on va mettre une voix française, quoi, pour dire d'avoir du texte français qui va avec le texte français. Et d'ailleurs, du coup, vous allez pouvoir acheter ceci, avec votre grosse boîte à 90 balles. C'est une toute petite extension de Voyage en Terre du Milieu, donc c'est le Fléau de... je ne vois pas... Fléau de l'Ériador, pardon, qui va vous donner, donc c'est une extension de figurines, hein. Vous allez avoir 3 figurines dedans, des figurines de méchants, des cartes qui vont avec, hein. Vous avez 3 cartes titres, 6 cartes trouvailles,
avec ces 3 petites figurines. Ça vous ajoute du matos en plus. En gros, bah, ces figurines, ça va être des boss, hein, concrètement. Plutôt que de vous mettre, admettons, la figurine de troll en disant « Oh mon dieu, un orque gigantesque ». Non, non. Vous allez avoir un vrai orque gigantesque qui va du coup vous donner un peu plus d'immersion dans le jeu. C'est vraiment cool. Elle est du coup à 17 €. J'ai le prix qui est là. 17 € du coup pour 3 figurines et 9 cartes. C'est un petit peu cher je trouve, mais bon. Ça vous donne quand même un petit ajout qui n'est pas négligeable du coup dans le jeu. Sachez également, donc comme je l'avais dit dans la vidéo, que vous avez une autre extension, donc là du coup qui chiffre pareil à 80-90 €, c'est une plus grosse boîte, et qui va vous donner une nouvelle campagne, donc forcément des nouveaux scénarios, nouveaux personnages, nouvelles cartes, comme pour Assaut sur l'Empire. Que dire de plus? Bah, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un très bon jeu. Il faut quand même, voilà, partir du principe que vous allez acheter un jeu cher, 90 €. C'est un jeu, vous allez vraiment vous éclater. Hein. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, comme pour Assaut sur l'Empire, vous allez vraiment vous éclater. C'est très bien foutu, c'est très simple à comprendre. Il y a quand même mieux en termes de jeu avec application. Un jour ou l'autre, je vous présenterai la Rolls-Royce des jeux avec application. Je ne vous donne pas le titre encore, parce qu'on y viendra très certainement un jour, mais sachez qu'il y a quand même vraiment beaucoup mieux, et exactement pour le même prix. En attendant, pour un jeu FFG, on est vraiment sur du jeu qui est très qualitatif, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau bon, de l'application en elle-même quand même, parce qu'elle est simple d'utilisation, elle est bien foutue, donc pas de problème quand même malgré tout avec l'application. Et bah voilà, le jeu en lui-même, très simple d'accès, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés si jamais vous vous dites tiens, j'ai quand même envie d'acheter ce jeu, achetez-le, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Et même Assaut sur l'Empire, hein, vous pouvez le prendre, même si vous ne prenez qu'une seule boîte, il n'y a pas de souci avec ça. Ce sont vraiment d'excellents jeux, donc je vous recommande chaudement Voyage en Terre du Milieu. Je vais aller le rechercher quand même. Donc voilà, 90 €, jeu FFG, n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment super cool. On en a terminé du coup avec la vidéo de présentation. Si le futur de la chaîne ne vous intéresse pas, vous êtes juste venu pour avoir mon avis sur le jeu, les règles du jeu, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Du coup, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour justement voir les futures vidéos règles, puisqu'il va y en avoir quand même après celle-ci. Donc merci du coup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à mettre un petit j'aime et un commentaire dans la vidéo, à vous abonner si mon travail vous a plu. Et du coup maintenant on va passer à la suite de la vidéo, les petites annonces de joue en peu mais joue en bien. Alors, si vous êtes ici, c'est que l'avenir de la chaîne vous intéresse. Je vous remercie grandement. Les petites annonces, du coup, de la chaîne, comme j'ai envie de l'appeler. Alors, première chose, comme vous avez pu le voir, le format a changé. Je filme tout maintenant, le matériel, la présentation du jeu, etc. etc. Je filme tout, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus digeste qu'une simple règle où on a des images qui arrivent, et puis j'ai ma voix dégueulasse derrière qui vous explique tout. Je dis pas c'est bien, c'est cool, mais bon, même moi je regardais mes vidéos, je me disais, je me fais chier quoi. Là c'est vivant, j'ai juste à rajouter des petites animations, des incrustations d'images pour bien voir le matos, voilà. Bon, c'est pas encore exceptionnel, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, et je vais garder ce format-ci pour toutes les prochaines vidéos. Ensuite, autre annonce, comme vous avez pu le remarquer, mes vidéos ont été éjectées de YouTube par rapport à des problèmes de droit d'auteur, c'est pour ça que je ne vais plus mettre d'extrait de film. Désolé pour ceux qui aimaient, mais bon, voilà, je vais pas avoir que ça à foutre que de réuploader mes vidéos tous les mois parce que YouTube n'aime pas que je mette des petits bouts de films par-ci par-là dedans. Donc du coup, on va arrêter de mettre des extraits de films, ça me fait chier, mais bon, on va le faire quand même. Du coup, ça nous amène à cet autre petit point. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, il y a eu un gros temps d'attente entre la dernière vidéo qui était sur quoi déjà oui, Scotland Yard et celle-ci. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire, hormis des vidéos règles sur YouTube. Donc du coup, je prends un peu plus mon temps.
J'ai des projets perso, dont je vais vous parler juste après. Mais en gros, sachez que dans le calendrier de la chaîne, je compte faire une vidéo règle d'un gros jeu par mois. Donc pour le mois d'octobre, étant donné qu'en octobre, comme vous ne l'ignorez pas, il y a une certaine fête à la fin du mois d'octobre, Halloween. Et du coup, on fera une vidéo règle sur un gros jeu qui porte sur une invasion de zombies. C'est original, hein. Mais du coup on va faire une vidéo règle sur un gros jeu de zombies. Je ne vous dis pas encore lequel, je vous laisse la surprise, vous verrez ça du coup quand la vidéo arrivera, donc je pense du coup fin octobre, hein, pour rester raccord. Par contre, à côté de ça, certaines personnes me l'ont demandé, faire du coup des rapports de campagne ou au moins des parties filmées des campagne du coup de Star Wars et du Seigneur des Anneaux. Du coup je pense que quand même les gens vont me le demander. Je vais le faire. Je vais le faire puisque je me rends compte que filmer une partie, bah, c'est pas impossible à faire, ça va être chiant et long, mais je vais pouvoir le faire, donc du coup bah, je vous l'annonce, je vais le faire. Ça va pas être exceptionnel, hein, ce que je fais toujours avec les moyens du bord, mais bon, je pense que ça va avoir une certaine gueule quand même, donc 1 à 2 fois par mois, je vais poster du coup des vidéos de parties, donc je vais lancer la campagne du coup Star Wars et la campagne Seigneur des Anneaux courant octobre. À chaque fois un scénario, donc jouer, je pense que je jouerai avec mon frère, du coup vous avez vu dans la vidéo sur Roll for the Galaxy. Du coup on jouera directement à Star Wars et au Seigneur des Anneaux. Donc voilà, 1 ou 2 parties de chaque à chaque fois par mois pour vous montrer ça. Une fois que tout ça sera fini, je ferai du coup des parties d'autres jeux quand même où je filmerai pour que ce soit quand même plus probant que juste une vidéo règle d'un jeu. Voilà, là vous pourrez voir une partie complète à chaque fois d'un jeu. Et je compte bien du coup également faire 1 fois par mois je pense, ou plusieurs fois, je sais pas, ça dépendra du temps que j'ai à disposition. Faire des mini jouons peu mais jouons bien, c'est-à-dire où là je vais vous parler d'un petit jeu, genre comme Welcome par exemple, qui est un petit jeu entre guillemets. Là voilà, un tout petit jeu et voilà, je vous explique les règles et je fais une partie directement dans la même vidéo, donc ça 1 ou 2 fois par mois, parce que bon, il y a quand même pas mal de petits jeux, donc autant faire des vidéos dessus. Je trouve que c'est plutôt cool comme format. Pour le futur de la chaîne, j'ai d'autres idées, hein, bien sûr, mais ça je les mettrai au fur et à mesure qu'on avancera et que voilà, j'aurai plus de temps libre. Faut que j'essaye de trouver du temps, mais j'aimerais bien pouvoir faire une petite rubrique sur des jeux qui justement ne sont plus en vente, puisqu'il y en a. Il y en a beaucoup de très bons jeux qui ne sont plus en vente, mais qui mériteraient qu'on s'attarde quand même dessus. Notamment un qui fait partie de mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Donc je pense que je ferai justement un petit encart sur la chaîne, mais plus tard, pour parler de tous ces jeux qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Deuxième annonce du coup, alors il y en a 2 exactement d'annonces. Comme je vous disais, je n'ai pas forcément le temps de ne faire que des vidéos YouTube, j'ai aussi d'autres projets. Le premier projet, qui est le plus gros projet de toute ma vie, entre guillemets, c'est d'être écrivain. Donc je suis auteur, pas professionnel hein, bien sûr, mais voilà, j'écris. Et une partie de mon roman se trouve actuellement sur Wattpad. Donc je vous mets le lien dans la description pour aller voir ça si ça vous intéresse. Si voilà, vous n'avez que ça à foutre que de lire des histoires à l'eau de rose, chiantes à mourir, avec des personnages romantico-dépressifs, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Enfin ouvert du coup sera peut-être plus simple pour lire, mais voilà, sur Wattpad pour aller lire mon bouquin, le début en tout cas. J'essaye de publier régulièrement du coup des chapitres, et pareil, au moins 1 fois par mois pour pouvoir voilà, donner aux gens l'envie de voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, ça donne pas envie, mais bon, c'est à vous de voir. Et du coup, dernière petite annonce, donc là c'est plutôt pareil, de la pub, hein, de la promo du coup pour ma troisième activité en dehors de YouTube et l'écriture, c'est le doublage. Puisque depuis
juin ou juillet, je ne sais plus, je crois que c'est juillet, oui, depuis le mois de juillet, du coup, avec des personnes très talentueuses, nous nous sommes mis au défi de réaliser le rêve d'une personne dont on ne connaissait pas l'existence il n'y a pas si longtemps. Cette personne, c'est François Chambard. François Chambard a un rêve, du coup, c'est de doubler en français la première saison de Digimon, donc du moins en refaire le doublage et faire vraiment quelque chose de très qualitatif et qui soit le plus proche possible de la version originale. Donc oui, vous avez bien entendu, avec des gens très talentueux, nous allons doubler l'intégralité de la première saison de Digimon, donc 54 épisodes. J'ai la chance de pouvoir donner de la voix à l'un des personnages principaux, qui me tient très à cœur, donc je suis vraiment très content de pouvoir le doubler. Merci François, merci Aldric de me permettre de le faire. Plus tard je doublerai un méchant qui lui aussi, j'affectionne particulièrement ce méchant, donc merci encore François et Aldric, je vous aime. Bref, donc comme vous le voyez là, Digimon, c'est ça, c'est un dessin animé donc, qui était sorti dans les années 2000, qui se voulait, entre guillemets, être une sorte de concurrent de Pokémon, mais c'est malencontreusement vautré. Faut dire que la France n'aime pas Digimon, de toute façon. Et donc, du coup, eh bien, François a eu ce rêve un peu fou de refaire totalement le doublage français de Digimon. C'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes des fans, nous ne sommes pas professionnels. Et du coup, on refait toutes les voix de ces personnages, chacun son personnage, hein, bien sûr. Et donc, si jamais ça vous intéresse, donc, je vous mets le lien dans la description pour aller sur le site directement, où vous pourrez retrouver donc, les 2 premiers épisodes de Digimon que l'on a redoublés. Nous sommes activement en recherche de 3 comédiens, professionnels ou non, hein, bien sûr, pour pouvoir justement doubler 3 personnages qui vont être assez récurrents sur le premier arc de la saison 1. Donc il y aura un méchant, un deuxième méchant, mais bon, qui voilà, c'est un peu le bras droit du premier, et un autre qui sera gentil. Il nous faut des voix un peu rocailleuses, graves, donc testostérone quoi. Il nous faut 3 personnages, donc si jamais vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous postulez. Nous cherchons également des gens pour travailler sur les bandes rythmo, donc ces fameuses petites bandes de texte qui passent en dessous de l'image et qui nous donnent notre texte pour qu'on puisse du coup donner de la voix et surtout donner vie aux personnages que l'on double. Donc si vous êtes intéressé par ces 2 choses-là, n'hésitez pas, passez sur le site, allez faire un petit tour, découvrez qui sont les comédiens, et voilà, peut-être que vous allez accrocher, même si vous ne connaissez pas Digimon, vous pourrez peut-être accrocher et avoir envie du coup de donner de la voix ou de nous aider du coup à faire ce petit travail. Voilà. C'est un peu tout ce que j'aurais à dire sur le projet. C'est un projet qui me tient à cœur, qui prend beaucoup de temps, du coup, qui laisse pas beaucoup de place pour la vidéo, mais bon, voilà. Moi, ça me plaît en tout cas, et j'espère qu'on pourra rameuter du monde avec ça, tout comme pour mes vidéos d'ailleurs. En tout cas, voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi le reste de la vidéo. Si l'avenir de la chaîne vous a plu et surtout vous intéresse, donc merci. Merci d'être là. Merci de vous abonner aussi à la chaîne. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais malgré tout, quand vous vous abonnez, je suis très content. Donc merci, merci de rejoindre l'aventure. Prochaine vidéo du coup sur qui sortira fin octobre. Et les vidéos de gameplay du coup pour Assaut sur l'Empire et Voyage en Terre du Milieu. Et après, des petites vidéos sur des petits jeux à la con, enfin à la con, entre guillemets bien sûr, hein. Des petits jeux auxquels j'ai pas trop l'habitude de jouer, mais qui en tout cas, voilà, méritent quand même d'avoir une vidéo. Donc merci à vous, restez connectés, gardez vos masques et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Je n'ai jamais dormi sans un lit. On devrait s'estimer heureux d'avoir trouvé un endroit pour dormir en sécurité. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Pourvu qu'aucun monstre n'apparaisse cette nuit. Moi qui voulais un bain. Encore une journée à passer avec tout le monde demain. Ça va être fatigant. Faites qu'à mon réveil, tout soit rentré dans l'ordre. Gabumon, va t'asseoir vers Takelu, tu veux bien? Pourquoi? Je commence à avoir beaucoup trop chaud à côté de toi. Toi, tu ne veux pas que Takelu attrape froid.
C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux être timide? C'est toi qui dis ça?